On se retrouve du coup là pour le cinquième épisode, si je dis pas de bêtises. Cinquième, c'est ça. Cinquième épisode, mais pas des moindres du coup, parce qu'aujourd'hui on va parler des scripts. Pourquoi c'est important de faire des scripts et surtout les 10 erreurs que nous on voit tout le temps dans les scripts et qu'il faut surtout éviter parce que sinon bah, du coup ça peut complètement plomber la vidéo. Donc pas mal de choses à dire sur le sujet. Trouver uniquement 10 erreurs, c'était assez compliqué. Mais juste peut-être avant qu'on commence dans le vif du sujet à expliquer bah, ces 10 erreurs, etc. Peut-être faire un petit point sur pourquoi est-ce que c'est important de scripter les vidéos. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui scriptent pas les vidéos, qui vont un petit peu au one shot. Et franchement, des fois, ça marche et c'est très cool. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même super important de scripter. Déjà parce que du coup, ça améliore la clarté. Franchement, entre un script, tu vois, qui est pas scripté et un script qui l'est, tu vois vraiment la différence, je trouve. Ça maximise aussi la satisfaction du spectateur parce que tu prépares ce que tu vas dire. Tu sais ce que le spectateur, tu vois, il attend. Donc ça, c'est aussi vraiment important. Ça permet de structurer aussi bah, l'épisode, tu vois, tu pars pas dans tous les sens. Il n'y a pas de moment d'hésitation, de bégaiement, etc. Et ça aussi, pour la fluidité, c'est super important. Surtout que ça va aussi grandement aider le monteur, qui n'aura pas 1 heure et demie de rush à faire alors que la vidéo, elle dure que 20 minutes. Et tout ça, bah, du coup, finalement, ça va augmenter l'engagement. Donc pour moi, il n'y a que des avantages à scripter. Juste, bah, du coup, il y a deux façons de scripter principales, bullet point ou scripter intégralement. Ça, c'est juste un petit récap, mais en gros, ça dépend de ce que les gens préfèrent. Moi, c'est vrai que pour certains clients, on scripte intégralement. Pour d'autres, on fait juste des bullet points. Je sais pas si toi, tu as une préférence, Blas, là-dessus. Moi, en vrai, de base, j'étais vraiment script mot pour mot à fond, que ce soit pour mes clients ou pour moi. Et, hum, et aujourd'hui, je continue quand même à être plus mot pour mot, parce que j'ai l'impression que en général, c'est ce que les clients demandent et c'est encore une fois ce qui permet d'être le plus efficace possible. Mais tu vois, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 6 mois de ça, j'ai préféré faire du bullet points. Pourquoi? Parce que, en fait, le sujet me parlait tellement, puisque je parle de stratégie YouTube, le sujet me parlait tellement que j'avais pas forcément besoin de faire du mot pour mot. Et surtout, je savais que si j'allais faire du mot pour mot, ça me prendrait 10, 15, 20 heures par script, je me connais. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait simplement du bullet points et j'ai pile ce qu'il me faut, même si de base, je suis pas forcément très à l'aise avec ce format. Là, maintenant, j'ai vraiment pile ce qu'il me faut pour être quand même assez efficace pendant le tournage, sans non plus vraiment préparer ça pendant 15 heures au plus. Donc, j'ai pas vraiment de préférence. Je dirais que ça dépend beaucoup des formats et des sujets que tu veux aborder. Maintenant, dans tous les cas, je suis carrément d'accord avec toi sur l'importance des scripts. Moi, de toute façon, je promeus ça depuis plus de 2 ans. Euh, et notamment, tu vois, je pense qu'on peut donner une analogie aux spectateurs qui nous écoutent, notamment pour leur montrer et qui gardent ça en tête. Les meilleurs discours aujourd'hui qu'on a entendus dans le monde, donc rien à voir avec le monde de YouTube pour l'instant, mais les meilleurs discours qu'on a entendus dans le monde et ceux qui ont le plus marqué l'histoire et les générations, c'est ceux qui ont été écrits. Et même si encore aujourd'hui, tu vois, les politiciens, les grands entrepreneurs, lorsqu'ils ont des discours à faire, ils les scriptent mot pour mot au départ, c'est parce qu'ils savent l'impact que ça peut avoir. Moi, je dirais que c'est vraiment la même chose avec les vidéos YouTube. Quand on veut, euh, quand on veut maximiser l'efficacité de nos propos, quand on veut marquer les esprits et même derrière, quand on veut potentiellement augmenter ses ventes, etc., c'est crucial d'avoir un script qui est calibré pour ça, qu'on a pu préparer en fonction. Donc, carrément, et je suis content qu'on aborde ce sujet aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on devait en parler, ça fait longtemps que je voulais en parler moi aussi. Donc, euh, donc voilà, voilà. Yes, trop bien. Et bah écoute, let's go pour du coup les 10 erreurs qu'on a sélectionnées. Écoute, la première là que j'ai et qui nous est venue en tête, du coup, c'est de se lancer dans la rédaction des scripts. Et ça, c'est trop cool, hein, vraiment, faut le faire. Mais sans l'avoir préparé, bah ça, c'est pas cool du tout. Du coup, parce que du coup, si tu te lances dans le script sans savoir bah, à qui tu t'adresses, quel angle différenciant tu vas prendre dans ta vidéo, parce que ça, c'est aussi important, parce que tout ton script, il va découler de ça, de quel angle tu veux donner à ta vidéo. Ça va permettre aussi de donner plus d'impact, etc. Parce que tu sais exactement où est-ce que tu vas vouloir partir, donc dans quelle direction, etc. Donc, rédiger un script sans savoir un petit peu dans quoi tu plonges, quoi, c'est un peu risqué. Donc pour ça, il y avait une liste de 6 questions que toi, Blas, t'avais partagé et qui franchement est très cool. Et aujourd'hui, je m'en sers aussi pour les clients. Déjà, la première, c'est à qui tu t'adresses dans le script, enfin pour ta vidéo. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment avoir un niveau de conscience élevé sur ta cible, qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle veut voir, qu'est-ce qu'elle veut pas voir, etc. Ensuite, il faut savoir aussi quel problème tu traites et pourquoi est-ce que c'est un gros problème pour ta cible. Ça revient un petit peu avec le point 1, mais c'est super important. Quelle promesse transformationnelle pardon, il va y avoir dans la vidéo grâce à ta vidéo. Donc en gros, qu'est-ce que ta vidéo va permettre, quoi.
Quel est l'angle différenciant? Du coup, c'est ce que je disais. Quelle structure tu vas utiliser? Et enfin, quel est le call to action? Parce qu'on en parlera un petit peu plus tard dans une autre erreur. Mais le call to action, c'est aussi super important. Sinon, le viewer, il va juste regarder ta vidéo et passer à une autre vidéo après. Donc voilà, ça c'est super important en tout cas, de bien savoir dans quelle direction on va avant de vouloir commencer à rédiger la première ligne de son script. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et surtout, pour moi, de toute façon, toutes les questions que tu traites là sont directement liées au persona et aux personnes à qui on s'adresse. Je pense que la plus importante est clairement l'aspect de à quel point, en fait, est-ce qu'on connaît sa cible, indépendamment de l'appel à l'action et tout, parce que tout va découler de ça, en fait. La qualité de ton appel à l'action va découler de ça, ta structure aussi. Il est crucial que tu connaisses vraiment, en général, tu vois, les points qui reviennent le plus souvent et ceux que je trouve les plus importants quand on veut rédiger des bons scripts. C'est vraiment la partie point de douleur du persona, ses rêves, ses aspirations et éventuellement ce qu'il connaît déjà. Donc ça peut être lié aux croyances populaires qu'il a en tête, qu'elles soient vraies ou fausses, son niveau de conscience, son niveau d'éveil par rapport aux problématiques qu'il a. Pourquoi? Parce que ça veut dire que plus tu les connais, plus tu vas être capable de faire levier sur ces informations-là dans ton script et dans ta vidéo, de sorte à, d'une, être plus mémorable, de deux, créer un vrai lien avec ceux qui te regardent, et en plus leur faire comprendre que t'es pas, t'es pas n'importe qui vient lâcher n'importe quoi comme info. T'as fait un travail dessus, tu les connais, tu sais comment t'adresser à eux, et ça fait une vraie différence entre quelqu'un, encore une fois, on peut aussi faire une énorme différence entre ceux qui ont préparé leur script et ceux qui ne l'ont pas préparé. Mais je pense que même avant ça, comme tu le dis, il y a cet aspect du persona. Et le fait de le connaître, il y a vraiment une différence radicale entre ceux qui connaissent bien leur persona et qui en parlent bien en vidéo et ceux qui ne font pas ce travail-là. Ça se ressent en direct et ça va énormément jouer du coup sur le lien que tu vas créer avec le créateur que tu es en train de regarder. D'ailleurs, que ce soit pour des vidéos type business ou pour des vidéos même beaucoup plus générales, tu vois, des vidéos type divertissement ou autre. Euh, donc ouais, carrément aligné avec ça. Et c'est même un travail qui, en réalité, ce travail sur le persona, ce travail sur la préparation des scripts, très très préliminaire à la rédaction, euh, c'est quelque chose qui, tu vois, devrait prendre une importance beaucoup plus grande que celle qu'on lui donne aujourd'hui. Je pense un petit peu par analogie comme les titres et les miniatures avec les scripts. Les scripts, c'est très important, mais la partie titre miniature l'est presque encore plus, parce que c'est ce qui va te permettre d'attirer l'attention du public, et du bon public notamment. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire pareil avec ses personas et ses scripts. Avant même d'écrire ses scripts, il faut passer autant de temps en fait sur la recherche du persona, voire plus, parce que c'est capital pour la suite. Ouais, c'est clair, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois on dit ouais, le packaging c'est super important, c'est le 80-20 et tout, et ce qui est vrai, mais en fait on se rend compte que du coup le script c'est super important, le Oui, dynamisme c'est super important, et en fait c'est là qu'on se rend compte que faire une vidéo YouTube qui soit bonne, c'est pas si facile que ça quoi. hum. Donc en vrai, tout ce que tu viens de dire, totalement d'accord. Et du coup, erreur numéro 2 si tu veux bien. Ouais, carrément. Bah, c'est le fait de pas travailler ces transitions entre les parties au sein de la vidéo. Euh, Ça, c'est quelque chose où j'ai l'impression que même les entrepreneurs commencent gentiment à être réveillés sur la question, mais je vois encore beaucoup de vidéos perso dans lesquelles les transitions sont pas du tout travaillées. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par transition? Bah, ça va être en fait toutes les différentes parties du script, parce que finalement, un script, c'est toujours plusieurs parties, qu'elles soient clairement mises en évidence ou pas. Il y a la partie introduction, accroche, la première partie du script, la deuxième, etc., jusqu'à la conclusion. Euh, En fait, pour que ce soit vraiment intéressant à regarder et qu'on décroche pas du début à la fin, il faut que ce soit bien amené, que ça paraisse naturel, que ça soit fluide. Sinon, ça crée dans l'esprit une sorte de blocage mental en fait. Moi, je regarde beaucoup de vidéos en tant que spectateur YouTube et je suis vraiment dérangé quand je vois que les transitions n'ont pas été travaillées et que j'ai l'impression que chaque info arrive un petit peu comme dans un exposé en fait. Euh, je pense que ce côté scolaire, ce côté exposé, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que les gens sur YouTube ne viennent pas pour avoir ça. Alors encore une fois, ça va dépendre aussi du type de vidéo qu'on veut faire. Il y a des formats qui se prêtent plus au fait de vraiment mettre des transitions, d'autres moins. Mais dans tous les cas, je pense que ça a son importance parce que ça crée toujours une sorte de satisfaction dans l'esprit des spectateurs lorsque les différentes parties sont bien amenées. Donc je sais pas si tu as des retours à faire par rapport à ça avant même qu'on passe à la partie solution parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ouais, Non, et curieux d'avoir puis ton même, retour. totalement d'accord. Et puis même, du coup, en fonction de la durée de la vidéo, si il n'y a pas de transition qui dynamise le tout, ça va Mm. être un enfer pour le viewer et il va partir de la vidéo. Donc c'est vrai que les transitions, c'est quand même super important. Déjà pour qu'on comprenne un peu le cheminement du coup de la vidéo, où est-ce que vraiment on veut aller. Et aussi du coup pour dynamiser le tout, c'est super important parce que sinon la rétention sera très faible. Et ça, YouTube, il aime pas. Donc je te laisse proposer la solution à ça, mais c'est super important quand même. Complètement, et c'est un peu ce que tu dis en filigrane, mais il y a cet aspect il faut savoir, il faut que le viewer sache où il va. Évidemment, il y aura toujours une partie d'inconnu, il y aura toujours une partie d'imprévu, de surprise, etc. Le but des vidéos, c'est aussi de faire ça, peu importe les formats.
S'il savait tout à l'avance et qu'il savait ce qui allait être dit, ça allait pas, c'est pas marrant, hein, il va pas regarder jusqu'à la fin. Mais il faut quand même, c'est comment dire ça, un équilibre subtil entre il faut que le viewer sache quand même où il va, sans non plus tout savoir. Et pour ça, en fait, je trouve que les transitions sont excellentes parce que, euh, imaginons, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais tu es en train de, avant d'amener l'information que tu veux donner au viewer, tu dois lui donner un exemple ou je sais pas, faire une sorte de raisonnement logique avant ça. Si tu amènes le raisonnement logique sans dire pourquoi il faut amener ce raisonnement logique, pourquoi est-ce que tu le fais, bah, il va juste se retrouver avec un raisonnement logique sans comprendre vraiment trop où tu veux l'amener ensuite. Et ça peut totalement rebuter directement quand tu es en train de regarder une vidéo. Donc ça, c'est un aspect vraiment important que les transitions permettent, les bonnes transitions permettent de sauver. Et pour le coup, il y a... Moi, en fait, on peut parler de plusieurs éléments pour gérer de bonnes transitions. Il y a la partie open loop, donc c'est des boucles ouvertes. C'est quelque chose dans le monde de YouTube, je préfère parler de bombes narratives. J'avais entendu ce concept chez Marketing Mania, de Stan Leloup de Marketing Mania, il y a 2 ans, je crois. Et je trouve ce concept génial. Euh, il faut imaginer une bombe narrative comme... euh, on peut voir 2 scènes, en fait. Il y a une scène où il y a 2 hommes qui sont en train de discuter autour d'une table, mais c'est totalement plat, parce qu'ils sont juste en train de discuter, il n'y a pas de tension particulière, ça ne nous intéresse pas. Or, la même situation avec un seul élément qu'on vient rajouter va être totalement différente. Les 2 mecs, toujours les mêmes, en train de discuter à la table, sauf qu'en dessous de la table, il y a une bombe qui menace d'exploser. Et on ne sait pas exactement quand elle va exploser. Et c'est là qu'est le concept de bombe narrative, c'est que il faut, en fonction de ce dont on est en train de parler, trouver des éléments d'intrigue, des éléments de curiosité que le spectateur connaît mais qui ne sont pas totalement résolus. Donc c'est là aussi qu'est le concept de bombe. On sait qu'il y a une bombe mais on ne sait pas quand elle va exploser, de sorte que sa tension soit en permanence rivée sur ce qui se passe dans la vidéo. Et donc c'est le premier concept, la première façon je trouve de faire des transitions intéressantes, c'est avoir ces éléments-là, ces bombes narratives-là. Euh, Comme un exemple concret, un peu bateau, mais un exemple concret, ce serait, on est en train de parler, je sais pas, de la vie d'un entrepreneur à succès, on est en train de faire un documentaire sur sa vie. Et là, dans le documentaire, je sais pas, il rencontre une personne, cet entrepreneur rencontre une personne. Donc, si on présentait ça comme il rencontre une personne, bon, ok, pas très intéressant, mais on a l'info, mais c'est pas très intéressant. Or, si on dit il rencontre cette personne et c'est là que sa vie va changer, mais il ne le sait pas encore, là, ça change tout parce qu'on sent une tension, on sent qu'il se passe quelque chose et on a envie d'aller jusqu'au bout de la chose parce qu'on sait qu'il va y avoir une transformation à laquelle on a envie d'assister. Euh, donc, premier concept, la bombe narrative, ou baptisé en général dans le monde du copywriting open loop classique. Sinon, tout ce qui est curiosity gap aussi, c'est un petit peu la même chose. Les curiosity gaps, c'est des sortes de, comment dire ça, des trous dans l'information, donc c'est aussi lié au concept de bombe narrative, mais c'est quand même plus simple et l'idée c'est simplement de faire monter l'attention par rapport à des éléments qu'on donne ou dire simplement, bah, vous verrez plus tard dans la vidéo que faire monter un petit peu l'attention. Euh, voilà, donc je sais pas si toi tu as d'autres éléments par rapport aux transitions à donner. Yes, juste peut-être pour donner un autre exemple qui soit vraiment plus full value plutôt que storytelling. Donc là, ça va être du contenu où le but c'est de montrer votre expertise, montrer que, oula, pardon, montrer que du coup vous êtes vraiment le pro dans votre domaine, il faut donner de la valeur, etc. Et ben par exemple, vous pourrez dire, là c'est justement un script qu'on vient de rédiger, bah, au lieu de dire bon, avant que je te montre comment tu peux augmenter tes prix et vraiment te différencier par rapport à toute ta concurrence, etc., faut d'abord que je te montre pourquoi est-ce que tu fonces dans le mur si tu continues du coup dans cette direction-là et tout. Et donc là, du coup, le viewer, et ben en fait, il sait ce qu'il attend après et il a Mm. envie de savoir comment augmenter ses prix et comment se différencier de la concurrence. Mais avant, il faut quand même qu'on revoie les bases et pourquoi est-ce qu'ils foncent dans le mur. Et donc ça, c'est aussi une bombe narrative, du coup, comme tu les appelles, mais qui est vraiment très puissante quand on fait du contenu un peu plus full value, si je peux les appeler comme ça. Exactement. Et tu vois, c'est là que c'est intéressant, c'est que, par exemple, moi, quand je parle du concept de bombe narrative, dans l'esprit des gens, c'est très clair de voir comment appliquer ça au monde, par exemple, des vidéos type storytelling, type Mhm. documentaire, etc. Et c'est normal parce que on voit beaucoup, beaucoup de bombes narratives, de Curiosity Gap dans ce genre de format-là, mais on en voit quand même moins dans tout ce qui est masterclass, vidéo Bah, d'entrepreneur. c'est ça. Pourtant, en fait, l'exemple que tu donnes est excellent. C'est un très bon exemple de comment appliquer ça. Et sinon, ça peut être aussi essayer d'utiliser des histoires avec aussi des tensions narratives directement dans ces vidéos type value. Euh, et en fait, toujours chercher, et c'est là qu'est la base du concept, toujours chercher les petits éléments de curiosité sur lesquels on va pouvoir appuyer pour maintenir l'attention du spectateur à fond tout au long de la vidéo. Et du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est que on peut se demander quel est le lien avec les transitions, parce qu'on se dit, ok, bon bah, c'est cool les bons narratifs, ça permet de maintenir l'attention des viewers, mais quel est le rapport avec les transitions? Bah justement, en fait,
de par le fait que vous allez soulever des éléments de curiosité qui vont vous permettre d'amener la suite, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des transitions qui sont le plus excellentes possible, sans devoir justement ne pas utiliser de transition et faire des coupures comme ça dans la vidéo qui empêcheront le spectateur de clairement comprendre où on va et qui aussi ne stimuleront pas assez son intérêt parce qu'il n'y aura pas de raison en fait d'être vraiment intéressé par ce qu'on raconte. Tout à fait d'accord. Très bien résumé tout ça. Et bah écoute, erreur numéro 3 du coup, qui est aussi une erreur que je vois pas mal en vrai, beaucoup moins Mhm. maintenant que les gens commencent du coup à être un petit peu plus aware sur le sujet, mais c'est de ne pas capter l'attention immédiatement. Et ça pourtant aujourd'hui, tout le monde le sait, on est dans une économie de l'attention. Vraiment l'attention c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui est le plus dur à avoir aujourd'hui. Du coup en vrai tu peux pas commencer tes vidéos avec une phrase comme bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça c'est mort. Honnêtement c'est mort et je le vois encore beaucoup trop, surtout du coup dans le contenu éducationnel. Ça, c'est mort. Et vous avez déjà perdu, je pense, en disant cette phrase qui va durer à peu près 10 secondes, vous avez perdu, je pense, 60% de l'audience. Donc en gros, vous avez plus que 40% des gens qui sont encore sur la vidéo, alors que ça fait même pas 10 secondes que la vidéo a commencé. Donc ça, grave erreur. Retenez que les 5 premières secondes, il faut qu'elles soient impactantes. Tout de suite, il faut que la personne, elle se dise waouh, purée, j'ai envie de rester sur la vidéo, c'est vraiment ce que je veux voir, etc. Et du coup, pour que la personne se dise c'est vraiment ce que je veux voir, c'est aussi important de respecter la promesse qui a été faite dans le packaging, donc dans le titre et la miniature. Donc par exemple, je ne sais pas si dans le titre ou le packaging, vous dites que vous allez parler justement de closing, commencez pas à raconter dans les 5 premières secondes que vous allez parler de comment attirer des leads. Parce que même si du coup c'est des sujets qui sont tous les deux business, c'est pas du tout ce que la personne vient chercher quand elle vient voir la vidéo. Donc ça c'est tout aussi important que le fait de ne pas dire bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est vraiment super important parce que dites-vous qu'aujourd'hui, et c'est pas du tout péjoratif la façon dont je vais le dire, mais le cerveau des gens est cramé, ils ont aucune capacité de concentration. Pour le contenu business, un petit peu plus, mais du coup, si au bout des 5-10 premières secondes, c'est pas du tout ce qu'ils attendent, ils vont aller voir les vidéos sur le côté là qui lui sont suggérées et qui répondront peut-être plus à ce qu'ils recherchent. Donc la solution pour ça, c'est vraiment déjà, comme je l'ai dit, de respecter en fait la promesse qui a été faite dans le titre ou le packaging. Donc reformuler un petit peu le titre qui a été dit d'une façon un petit peu différente. Hein, dites pas mot pour mot ce qui a été dit dans le titre, mais c'est super important et essayer de garder du coup ce petit hook court, concret. Et si vous pouvez mettre de l'émotion dedans, c'est encore mieux. Donc voilà. Ouais, Dites-vous que ouais, non, bah, du coup, vas-y. J'allais rebondir ouais, là-dessus, mais vas-y. ouais, en vrai, c'est vraiment super important. Et du coup, pour le faire, ça peut être soit une déclaration choc, soit une statistique aussi. Ça marche pas mal dans le monde du business parce que du coup, ça apporte direct de la crédibilité à ce qu'on va dire. Ou du coup, ça peut être une question un peu clivante, un peu mindfuck. Ça aussi, ça marche pas mal. Mais dites-vous que vraiment, les 5-10 premières secondes, c'est ce qui fait que les gens vont vouloir rester. Donc, hyper important de travailler cette partie. Ouais, je pense que tout l'enjeu d'une bonne accroche ou ce qu'on appelle habituellement une introduction, c'est vraiment de faire comprendre aux gens, sans forcément le dire directement ou même en reformulant, mais je trouve que même quand c'est montré sans être dit directement, quand c'est fait à la show dont tel, entre guillemets, c'est encore plus impactant. Parfois délicat à faire, notamment dans le vidéo business, mais je pense qu'on peut toujours utiliser un peu de créativité pour y arriver. Mais pour moi, tout l'enjeu, c'est de faire comprendre aux gens rapidement que la promesse qu'on leur a faite dans le titre et la miniature, donc quand je dis la promesse, en fait, c'est ce qu'ils s'attendent à recevoir en fonction de ce qu'on leur a montré dans le titre et la miniature. C'est de leur montrer qu'elle va être tenue de la façon la plus efficace possible. Donc si, et en réalité, on peut toujours, si en 30 secondes, on peut leur faire comprendre que on va tenir la promesse qu'on leur a donnée plutôt qu'en 2 minutes, c'est bien parce que ça fait que les gens rentrent plus vite dans le vif du sujet, on a été plus efficace, on évite de tourner en rond, de faire des paraphrases, etc. Donc c'est mieux. Et tu vois ce que tu dis par rapport au fait de respecter la promesse qu'on a faite dans le titre et la miniature, c'est valable pour l'introduction, donc pour éviter qu'il y ait 50, 60, 70% des viewers qui se barrent dans les 30 premières secondes, ou la première minute, ou peu importe. Et en réalité, on peut même aller plus loin en disant que c'est crucial, parce que ça traite de tous les scripts, hein, de la totalité des scripts, mais c'est crucial que les promesses soient tenues même tout au long du script. Enfin, quand je dis tout au long du script, c'est que il faut, une fois qu'on a fini de regarder la vidéo, on se dit, ah ok, ce pourquoi j'ai cliqué, je comprends pourquoi ça a été dit, et j'ai bien reçu ce qu'on m'avait promis. Euh, j'ai un exemple avec ça, mais en fait, j'en ai même pas mal, mais je consomme beaucoup de vidéos YouTube et il m'arrive parfois de tomber sur des vidéos où on te promet quelque chose. Je me rappelle qu'une fois, j'étais tombé sur une vidéo
J'avais pas été content ce jour-là. J'étais tombé sur une vidéo où je crois que c'était un comptable, un cabinet comptable, en tout cas présenté par un seul mec, promettait de rentrer dans les coulisses des revenus des influenceurs à Dubaï ou des entrepreneurs à Dubaï, genre Margot Cunego, Yumi Denzel, etc. Et je dis, ok, intéressant, tu vois, ça m'intéresse, il va éplucher tout ça, ok, go. Et donc, au début, tout se passe bien, les 10, 20, 30 premières secondes, première minute de la vidéo, il nous fait comprendre qu'il va parler de ça. Et la vidéo durait 6 ou 7 minutes, je crois. Et tu vois, les 2, 3 premières minutes de la vidéo, il en parle, mais sans directement rentrer dans le vif du sujet. Et ensuite, je sais plus ce qui se passe dans sa vidéo, mais au bout de 3, 4 minutes, il change totalement de sujet. Et je n'ai jamais eu la réponse à ma question. Et ça m'avait tellement saoulé que j'en avais fait un post LinkedIn en disant, mais faites pas ça, c'est overkill. Pourquoi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, si je vois d'autres vidéos de ce gars-là, jamais je n'irai les regarder. Alors, je suis un peu radical, en vrai, si c'est bien amené, etc., je pense que j'irai jeter un œil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je connaissais pas ce gars, j'aurais pu lui faire confiance et j'aurais pu m'attacher potentiellement à ce qu'il faisait. En plus, il avait l'air d'avoir pas mal de vidéos intéressantes sur sa chaîne. Mais parce qu'il a fait cette erreur-là, qu'il n'a pas délivré ce qu'il m'avait promis, moi je me suis dit, bah, j'ai pas confiance, je regarderai pas ses autres vidéos parce que ça va juste être une perte de temps. À l'inverse, quand on arrive à faire en sorte, dès l'accroche, de montrer rapidement que la promesse va être tenue et que, in fine, tout au long du script, on arrive à tenir cette promesse, c'est extrêmement satisfaisant en tant que viewer. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est un petit peu comme quand un entrepreneur partage un lead magnet auquel on accède en se disant, bah tiens, je vais avoir telle ou telle chose. Si on reçoit bien ce qui avait été promis, on est très content et il y a beaucoup plus de chances qu'on finisse client chez cet entrepreneur derrière. C'est la même chose avec YouTube. On peut voir les vidéos YouTube un peu comme des lead magnets finalement. Si elles respectent la valeur qui avait été promise et qu'elles nous apprennent des choses, qu'elles sont intéressantes, etc. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances qu'on s'attache à la personne en question et qu'on rentre très gentiment dans son tunnel de vente, ce qui finalement est notre objectif à tous. Donc ouais, très très important cette partie-là et ouais, totalement d'accord. Attends, je t'entends plus. Ah, yes. Erreur numéro 4, du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais, erreur numéro 4, donc je vais aller dessus. Utiliser une structure bancale ou pas de structure du tout. Ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait au début de la vidéo, au début de l'épisode, là, par rapport au travail sur le personnel, etc. Euh, la structure, c'est vraiment le squelette du script. Et pour moi, il ne peut pas y avoir de bon script tant qu'il n'y a pas eu une structure en amont. C'est vraiment comme un travail de dissertation, c'est vraiment comme un travail même de rédaction d'un livre, en fait. La rédaction d'un livre commence à partir du moment où on a un sommaire, où on a un chapitrage qui tient la route. Et écrire un livre sans un chapitrage ou un sommaire qui tient la route, ce serait suicidaire parce que comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose de pertinent si on n'a pas fait ce travail sur la structure en amont? La partie sur la structure permet vraiment de faire tout ce travail mental dont on a besoin pour réunir les bonnes informations, commencer à réfléchir aussi aux transitions qu'on va faire entre les différentes parties, les différents chapitres, etc. Et c'est pour ça que c'est crucial. Moi, tu vois, pendant longtemps, parce que ça fait plusieurs années que je publie des vidéos YouTube, que ce soit pour moi ou pour mes clients, et, et pendant longtemps, je procédais sans structure ou quasiment sans structure. Tu vois, je faisais des structures un peu à l'arrache, des trucs faits très rapidement, sans même réfléchir aux transitions, etc. Et je voyais que les scripts qui en sortaient, finalement, manquaient d'impact, étaient pas assez bien structurés, on savait pas trop où j'emmenais les gens, ça donnait pas envie d'être regardé. C'était valable pour moi ou pour les clients pour qui j'écrivais. Et quand j'ai commencé à faire un vrai travail sur les structures, aujourd'hui, tu vois, pour te dire, euh, parfois je passe presque autant de temps sur la partie structure que sur la partie script, mot pour mot. C'est dire, euh, et je vois que les résultats sont totalement différents. Parce qu'en fait, tu vois, toute cette partie sur la structure, ça te force à réfléchir à la meilleure façon d'analyser les infos que tu veux donner. Ça te force aussi à faire ce travail sur la recherche d'informations. Donc, le travail sur la recherche d'infos s'arrête pas une fois que la structure est prête. On va toujours aller chercher des infos en plus lorsqu'on est sur la partie rédaction du script. Mais in fine, toutes les bases, tu les poses pendant cette partie structure. Et plus cette structure est efficace, plus elle a été travaillée, etc., plus tu as de chances en fait que le script qui en sorte soit meilleur, justement parce que les fondations auront bien été posées. Si on fait une métaphore pour ça, c'est vraiment comme si tu allais créer un bâtiment. Si les fondations sont solides, il y a beaucoup plus de chances qu'ils tiennent sur la durée, alors que si les fondations sont en carton ou qu'il n'y a pas de fondation du tout, peut-être que tu vas réussir à avoir un bâtiment qui tient en l'air pendant quelques heures ou quelques jours, mais au bout d'un moment, il va finir par s'écrouler. Ce qui ne sera pas du tout le cas d'un bâtiment dont les fondations ont été posées en amont. Donc, la partie structure, c'est ultra important. Et je pense aujourd'hui qu'on a tendance à soit l'éviter, soit y passer très peu de temps par rapport au reste du script, alors que la qualité du script va découler du temps passé, enfin, même pas forcément du temps passé sur la structure, mais de la qualité du travail fait sur la structure. Et on peut même ajouter un point à ça, c'est que plus le travail sur la structure est abouti, moins on passera de temps sur le script, justement parce que les fondations auront été posées et que on saura très clairement où on veut aller,
on aura toutes les infos pour avancer, et il n'y aura pas d'ambiguïté et de grosses questions ou de remise en question sur le script en lui-même, puisque le travail aura été fait. Ouais, ouais, totalement. Pour moi, c'est super important. Et encore une fois, tu peux pas savoir où tu vas si t'as pas de structure et si tu sais pas déjà en amont bah, quels seront par exemple tes titres de partie, etc. Ouais. Franchement, c'est foncer un peu la tête. Enfin, c'est sauter sans parachute hein, pour moi de faire ça. Et souvent, bah, ça se finit pas bien. Mais du coup, enfin, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur. Parce que, bah, comme je le disais, tu vas partir dans tous les sens. Il n'y aura aucune cohérence entre bah, tes différentes parties, etc. Donc, c'est vraiment primordial de créer sa structure, quoi. Complètement. Et du coup, typiquement, pour ça, comment est-ce qu'on peut procéder? Il y aurait plein de façons de créer des structures et on pourrait rentrer dans le détail pendant longtemps. Mais pour faire simple, moi j'ai une approche et je serais curieux d'avoir la tienne après. Mais moi j'ai une approche assez simple en général. C'est de toujours repartir de mon idée de vidéo. Donc j'entends par là le sujet et l'angle qu'on veut prendre. Donc un exemple simple, mais je sais pas, je veux parler de Trump par exemple, donc c'est mon sujet. J'ai l'angle qui est le patrimoine immobilier de Trump est en train de s'effondrer. Ok, donc j'ai ça. Maintenant, je vais faire découler de ça mon titre et ma miniature, mes idées de titre et miniature pour la vidéo. Et une fois que j'ai tout ça, je sais clairement, et là on revient à cette idée de promesse, je sais clairement quelle est la promesse que je fais au public avec cette vidéo. Puisque j'ai mon titre et ma miniature, donc je sais ce que va voir le public lorsqu'il va cliquer sur la vidéo, ou lorsqu'il s'apprêtera à le faire. Je sais de fait ce qu'il s'attendra à voir, puisque moi-même en voyant ce titre et cette miniature, bah, je commence à me poser des questions, etc. L'idée, c'est à partir de ça, noter éventuellement toutes les questions qu'on peut avoir en voyant ce packaging-là, ce combo titre miniature, noter toutes les questions, commencer à faire des recherches aussi, un maximum de recherches sur le sujet qu'on veut traiter, l'idée de vidéo. Donc, ok, je veux parler du fait que le patrimoine de Trump est en train de s'effondrer, bah, il me faut des preuves, il faut que j'ai une idée de comment amener ça. Dans ce cas-là, peut-être que le chemin classique serait d'avoir une approche un peu storytelling, donc peut-être une approche où on va partir des fondations de l'empire immobilier de Trump, ensuite comment est-ce qu'il a commencé à s'effriter, puis où ça a mené, etc. Et à partir de tout ça, en fait, plus on avance dans les recherches, plus on se documente sur le sujet, plus on en parle aussi, plus on vient challenger ça avec des gens qui nous accompagnent, des stratégistes ou des collègues YouTube ou quoi que ce soit, plus on peut commencer à avoir une structure se dessiner. Et donc là, en réalité, et c'est comme un peu partout dans YouTube, mais il n'y a pas non plus de méthode parfaite, ça dépend de plein de choses. L'idée étant de trouver la méthode la plus optimisée dans notre cas, mais il n'y aura pas forcément une structure qui sera meilleure qu'une autre, mais ce qui compte, c'est que on puisse délivrer les infos qu'on veut délivrer et qu'on a trouvées à travers nos recherches de la façon la plus efficace possible. Et donc peut-être qu'il faudra passer par une approche storytelling classique avec développement, ensuite tension, combat, etc., jusqu'au dénouement final. Peut-être qu'il faudra passer par une structure plus analytique avec rentrer directement dans le vif du sujet d'une époque particulière, faire des bonds dans le passé, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est une façon de procéder et j'ai l'impression vraiment, pour en avoir fait beaucoup et beaucoup et beaucoup, que tout l'enjeu du travail sur la structure se trouve beaucoup dans la partie recherche et accumulation des infos. Et de toute façon, en général, faut pas non plus faire de la recherche pour faire de la recherche, mais plus on fait des recherches sur son sujet, plus on réunit les informations qu'on a déjà et on se renseigne là-dessus, plus on aura une sorte de cartographie mentale du sujet qu'on veut traiter et on sera à même de définir quelle est la structure la plus efficace pour ça. Euh, voilà. Je sais pas, toi, si tu as une façon différente de procéder ou comment tu fais pour tes structures. Je suis curieux d'en savoir plus. Non, non, franchement, c'est un peu la même façon que j'ai de procéder. Et bah, je pense que c'est une des meilleures, hein, de toute façon. Et d'où l'importance, du coup, de faire le titre et la miniature en amont, hein, comme on vous a déjà expliqué un petit peu dans différents épisodes. C'est super important parce que, du coup, c'est vrai qu'en découle toutes les questions que vont se poser les viewers. Et c'est à Mm. partir de ces questions-là qu'on va pouvoir créer les structures, etc. En fait, moi, j'ai la même façon de procéder que toi. Donc c'est très cool là-dessus. Par contre, une fois qu'on a bien fait toutes les recherches, etc., de toute façon, ça, ce sera une erreur qu'on évoquera un petit peu plus tard, si je dis pas de bêtises. Mais aussi, il ne faut pas non plus blinder trop d'informations dans la vidéo, surtout d'informations techniques. Donc, bien faire le tri en ce qui est important, ce que le viewer peut comprendre et ce qu'il est vraiment venu chercher, quoi. Parce que sinon, la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Et en fait, avoir des bullet points, enfin des structures, en avoir 15, ça sert à rien non plus. Donc bien faire le tri de toutes les informations que vous aurez trouvées. Complètement, ouais. D'où l'importance aussi de challenger ça et le challenger soi-même. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir après. Mais c'est intéressant aussi que le travail sur la structure parfois se déroule sur plusieurs jours. C'est pas systématique, ça dépend encore une fois des vidéos qu'on veut faire, des deadlines qu'on a, etc. Mais si c'est possible, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça nous permet de retourner sur la structure à tête reposée. C'est valable aussi pour la partie rédaction du script derrière. Et ça nous permet justement d'être plus à même de prendre un peu de hauteur sur tout ça
et se dire, ok, bah tiens, telle information est pertinente, d'autres non, je vais virer celle-ci, je vais garder celle-là, faut peut-être que j'en rajoute, là, faut peut-être que je mette un peu plus de détails, ici, il faut peut-être que j'en enlève un peu. Euh, donc ouais, c'est toujours un travail aussi qui se déroule sur le long terme et qui nous permet d'optimiser ça petit à petit, quoi. Totalement. Et si vous êtes attentif, vous aurez vu que là, on a fait 2 open loops en 30 secondes. Exactement. Donc très important les open loops. Et voilà. Bon, let's go, c'est quoi? C'est erreur numéro 5 là? Erreur numéro 5, ouais. Eh bah écoute, erreur numéro 5, une qui est franchement facile à corriger, donc ça c'est cool, mais qui est encore très présente, c'est d'être trop monotone, trop plat. De rédiger ses scripts de manière un peu littéraire, avec des mots qui sont monotones, des phrases qui font à peu près tout le temps les mêmes, enfin les mêmes, comment dire, les mêmes longueurs, etc. Donc ça pour un script, pour du ton oral, en fait pour de la vidéo, ça marche pas. Donc, en fait, il faut apporter un maximum de relief dans la façon dont on va rédiger les scripts pour que vraiment on rende le tout hyper dynamique. Parce que je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui l'attention est très limitée et les gens, si c'est pas dynamique, les gens vont quitter la vidéo très rapidement. Donc pour ça, il y a quelques solutions qui sont par exemple de varier la longueur des phrases, faire des phrases un peu plus courtes, un peu plus longues. Et c'est là aussi que je trouve que par exemple ChatGPT a quelques limites encore, ou les autres IA pour rédiger les scripts parce que du coup, c'est un peu tout le temps les mêmes tournures de phrases, etc. Enfin, moi, quand c'est un script qui est rédigé à l'IA, je le vois tout de suite. Alors peut-être que c'est parce que je suis aussi la tête dans le guidon et que je teste pas mal de choses pour mes clients, etc. Pour moi, en tout cas, c'est pas encore au niveau, notamment pour ce point-là. Et également, du coup, ne pas hésiter à faire des pauses narratives. Ça, il a un peu expliqué Blas tout à l'heure. Mais par exemple, dans du contenu storytelling, quand vous dites et là, tout va s'effondrer. Bah, bon, pas avec cette intonation-là, que j'ai pas très bien faite. Mais du coup, ça, c'est aussi super important parce que du coup, ça permet de varier le rythme dans la vidéo, de dynamiser un petit peu le tout. Donc ça, c'est super important. Donc vraiment, le dynamisme, vraiment, écrivez en fait votre script comme si vous parliez à l'oral. C'est aussi simple que ça. Donc, les mots de négation, etc., sauf si c'est des choses que vous dites à l'oral et que ça fait partie de vos éléments de langage, généralement, bah, en tout cas, les gens ne disent pas forcément les négations, par exemple, à l'oral. Donc, moi, c'est quelque chose que je rédige. Enfin, je mets même pas les négations dans les scripts quand je les rédige, parce que je sais pertinemment que c'est des choses qui vont pas être dites et que si mes clients les disent à l'oral, ça risque de faire pas naturel ou ouais, de rendre le truc vraiment monotone. Donc, c'est super important. Essayer de dynamiser, du coup, bah, avec des longueurs différentes et de rendre le truc ouais, vraiment avec du relief, vraiment impactant et dynamique, quoi. Complètement. Et pour revenir sur cette idée du rythme, moi je trouve que c'est important d'avoir une vraie musicalité dans ces scripts. Et ça passe bah, en grande partie par l'utilisation de la longueur des phrases, etc. Faire des phrases, pas non plus faire des phrases courtes, des phrases longues alternées en permanence, sinon ça va être chiant et ça va vite se voir, ça va paraître un peu robotique. Mais trouver un équilibre entre avoir des phrases normales, plus ou moins longues, d'autres beaucoup plus courtes, parfois juste un mot. Et on peut aussi jouer. Alors ça, on a tendance à pas trop le faire. Je suis le premier à ne pas beaucoup le faire, mais je trouve que c'est important et que ça se ressent beaucoup quand tu regardes des vidéos qui travaillent ça. C'est le fait d'utiliser les silences. Utiliser les silences et finalement même les musiques. Voilà, on part sur un autre sujet, donc je vais pas développer ça, mais vraiment garder en tête quand on écrit un script et quand on le relit derrière pour pouvoir l'ajuster, ajuster les termes, les tournures de phrases, etc., de sorte que ce soit plus oral que ça. D'ailleurs, une petite technique pour ça, mais c'est vraiment important une fois qu'on a fait son script, de le relire à voix haute, tout seul devant son écran. Donc on va passer un peu pour un con, mais au moins on s'assurera quand même d'avoir un putain de script qui tient la route, parce que justement il sera adapté à l'oral et on aura pu corriger les termes qui ne le sont pas. Il y en a toujours un petit peu, notamment dans des longs scripts. Mais ouais, sur cette idée de musicalité, je pense que c'est vraiment important de, quand on peut raccourcir des phrases, le faire. Quand une phrase très longue peut tenir en deux, trois phrases beaucoup plus courtes, je pense que c'est mieux de le faire aussi. Parfois, quand même, se permettre de faire des phrases un peu plus longues, des petits monologues, entre guillemets, sur quelques secondes, et alterner entre tout ça, et aussi éventuellement des silences. Insérer dans son script des moments où finalement on va juste regarder la caméra sans rien dire, ou regarder ailleurs, ou quoi que ce soit, pour que ce soit beaucoup plus musical, puisque justement on alterne dans les rythmes au sein de la vidéo. Ouais, et aussi, petit truc qui est super important, c'est d'utiliser que des mots simples. Plus votre script il est simple, moins il y a de termes techniques et plus les gens du coup peuvent les comprendre, moins vous vous fermez du coup à une grosse part de marché qui comprendrait peut-être pas forcément ce que vous voulez dire. Et ça, c'est un travail qui est super important aussi. C'est vraiment de faire en sorte que les mots soient les plus simples possibles. Donc, dans l'idéal, essayer d'utiliser par exemple des mots qui comportent pas plus de 2 syllabes.
parce que du coup, si c'est des mots qui font 3 4 syllabes, bah, c'est des mots qui seront peut-être pas forcément naturels quand on va le dire à l'oral. Sauf encore une fois si c'est votre élément de langage, si c'est votre oula. Sauf si encore une fois c'est votre façon de parler. Bon, je vais le dire comme Donc, ça. façon de parler, C'est- ouais. Sauf si c'est votre façon de parler. Le but n'est pas du coup de changer non plus qui vous êtes, mais en tout cas utilisez des mots les plus simples possibles. Et quand on regarde tous les gros créateurs et même tous les, bon, peut-être pas tous les politiques, mais tous les gros créateurs, que ce soit du coup bah, dans des films ou alors des créateurs YouTube. Et c'est ce que j'étais en train de regarder là sur Internet. C'est qu'en gros, par exemple, MrBeast, lui, il utilise que des mots qui sont accessibles et compréhensibles par des gens du coup de la 5e classe. Et en gros, l'équivalent en France de la 5e classe, c'est 10-11 ans. Donc c'est ce que je dis, c'est super important, utiliser des mots simples et des mots en fait où tu n'as pas besoin de réfléchir pour comprendre. Parce que si ça demande trop d'efforts au viewer de comprendre ce que tu veux dire, ça va vite le saouler, il va peut-être le faire pendant 2 3 minutes, mais après il ira chercher quelque chose de plus simple à consommer parce que il n'est pas venu en fait pour faire quelque chose de compliqué sur votre vidéo, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense qu'on peut apporter un petit point de nuance. C'est que ça dépend aussi beaucoup du sujet qu'on traite et de à qui on veut le traiter, tu vois, à quel public on s'adresse. Évidemment, en fait, c'est logique, mais si tu veux t'adresser au plus de monde possible, il faut faire en sorte de pouvoir parler et d'être compris au plus de monde possible. Donc là, forcément, tu es obligé quand même d'avoir un verbatim, une façon de parler, des tournures de phrases que tu utilises, des mots que tu utilises qui sont accessibles au plus grand nombre. MrBeast en est le meilleur exemple parce que lui, il veut littéralement faire plusieurs milliards de vues par vidéo, donc il est obligé quand même d'avoir une façon de parler qui est très simple, très accessible. Mais il y a des cas plus spécifiques où, tu vois, je sais pas, mais par exemple, si tu veux faire des vidéos qui sont pour le coup orientées sur les dirigeants d'agence, les problématiques, je sais pas, même tu vois des gens qui s'intéressent à la politique, des gens qui s'intéressent à la philosophie, etc. Je pense que tu gagnes toujours dans tous les cas à faire simple, mais il y a des cas où tu vas quand même être obligé d'utiliser parfois des termes qui sont un peu complexes à comprendre, du jargon, mais si tu le fais, autant quand même faire cet effort derrière d'essayer de vulgariser le plus possible, de sorte encore une fois à être accessible au plus grand nombre. Et ça, peut-être que certains ont tendance à oublier de le faire. Moi-même, c'est un truc, tu vois, qui peut me saouler parfois en tant que viewer. J'ai l'air super aigri là depuis le début, mais c'est quand tu regardes une vidéo où il y a des termes que tu ne connais pas dans le monde du business, philosophie ou ce que tu veux. Euh, Si la personne ne mise que sur le jargon et n'explique jamais les termes qu'elle emploie, c'est chiant parce que toi, du coup, bah, t'es largué, tu dois faire des recherches à côté sur Internet, mais bon, bah, ça nuit beaucoup à l'expérience utilisateur quand tu regardes la vidéo. Donc, je pense que c'est toujours bien, même si le public est censé quand même connaître un petit peu ce dont tu parles, si quand tu apportes un terme nouveau, un terme qui peut sembler un peu technique, parce que parfois on est quand même obligé de le faire, tu peux faire derrière une petite phrase en quelques mots dans laquelle tu résumes ce que ça veut dire, ou mettre un petit texte à l'écran ou quoi rapide. Je trouve que c'est quand même mieux, quoi. C'est mieux, toujours plus agréable en tant que viewer, finalement. Ouais, ouais, totalement. Et t'as complètement raison d'apporter cette nuance que j'ai pas apportée. C'est vraiment important, bah, du coup, d'utiliser des termes aussi que sa niche comprend. Et en fait, des termes qui sont pas substituables avec des mots plus simples. Mais en fait, je parle vraiment de tout le reste de la vidéo. Ouais. Évidemment, il y a des mots qui seront spécifiques. Par exemple, on va parler de lead, on va parler de closing ou des trucs comme ça. Ou ça, évidemment, nous, tu vois, on s'adresse à des entrepreneurs. Nos clients, c'est des entrepreneurs. Évidemment, ça, c'est des mots qui sont pas substituables. Donc ça, évidemment, va falloir les laisser. Mais par contre, pour tout le reste, et moi j'insiste là-dessus, et d'ailleurs, tu sais, je regardais, je pense que tu connais Sabri Soubi aux US, qui parlait un petit peu de ça, et lui, pareil, il utilise que des mots que max, enfin que tous les gens, tu vois, en dessous, enfin de 13 ans et plus, peuvent comprendre. Alors que lui, tu vois, il fait quand même du contenu qui est axé entrepreneuriat à fond, il n'est pas du tout dans le mainstream, etc. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui est super important parce que, encore une fois, déjà, ça nous permet de toucher le plus grand nombre possible. Et évidemment qu'il y aura des mots qui seront peut-être pas compris par tout le monde, mais ça nous permet de toucher ouais, une grosse masse, une grosse poche de gens. Et également aussi, ça rend le contenu beaucoup plus digeste. Et pour moi, ça, c'est vraiment important parce que aussi, on n'en a pas parlé là, mais l'objectif, c'est pas qu'ils regardent juste cette vidéo-là, c'est qu'ils regardent cette vidéo et qu'ils se disent putain, elle était trop cool, faut que je regarde d'autres de lui. Et si les vidéos, elles sont dures à consommer, ça va être compliqué qu'ils regardent d'autres vidéos de la chaîne et pourtant, c'est ce qui convertit. Donc t'as bien fait d'apporter cette nuance-là. C'est vrai que c'est super important, mais pour moi, c'est quand même important d'utiliser que des mots simples, des mots que tu utiliserais que à l'oral, quoi. Je suis entièrement d'accord et pour le coup, tu vois, pour corroborer ce que tu dis, j'ai un exemple concret avec ça. Je parlais un peu de philo, notamment parce que j'avais en tête un professeur de philosophie qui s'appelle le précepteur sur YouTube.
Aujourd'hui, il a une chaîne à plus d'1 million d'abonnés en France. C'est vraiment le plus gros vulgarisateur de philo en France. Et lui, pour le coup, il est vraiment dans cette approche. Il est dans un domaine où il y a énormément de jargon. Je pense que la philosophie aujourd'hui, avec la politique et peut-être le business, c'est une des thématiques, je pense, un des marchés, entre guillemets, où il y a le plus de jargon. Et Dieu sait qu'en plus, le jargon en philosophie, c'est vite lourd. Tu en as beaucoup, tu as des termes qui ont 10 sens différents et tout, donc c'est vraiment, vraiment compliqué. Et lui, il est vraiment dans cette approche, il le dit souvent en vidéo, et il l'incarne, en fait, c'est ça qui est bien, qui est de faire en sorte de pas paraître pédant en utilisant du jargon, de pas avoir l'air savant, etc. Et vraiment essayer de vulgariser le plus possible. Et ce qui est intéressant, alors, sa chaîne à lui, c'est un exemple qui paraît diamétralement opposé aux personnes à qui on parle, qui pour la plupart sont des entrepreneurs, etc., même nous. Mais j'en parle pourquoi? Parce que le fait même qu'il soit dans cette approche de vulgariser le plus possible et d'éviter le jargon en utilisant des termes accessibles pour des sujets parfois très complexes et très poussés, qui sont les sujets philosophiques qu'il traite, eh ben, c'est une preuve que ça peut fonctionner parce que aujourd'hui, ces vidéos, alors pas toutes, mais il a des vidéos qui ont fait 1 million, 2 millions, 3, 4, 5 millions de vues sur sa chaîne, alors qu'il parle de Spinoza, il parle du stoïcisme, donc des philosophes qui en tout cas, j'ai pas le commun des mortels, où beaucoup de gens en tout cas sont assez inaccessibles. Et justement, il arrive à les rendre accessibles. Et je prends mon exemple parce que moi, pendant longtemps, je me suis beaucoup intéressé à la philo. J'avais même une chaîne sur le sujet. Et en fait, à l'époque, je consommais autant ces vidéos à lui, donc des vidéos pour le coup plutôt accessibles, etc., que des vidéos où tu vois, t'avais des conférences, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que je pense qu'il y a plus poussé, mais des conférences de Michel Onfray, des conférences de professeurs de philosophie très peu connus qui utilisaient des termes très sophistiqués et du jargon à tire-larigot. Et je prenais beaucoup, beaucoup plus de plaisir et je décrochais beaucoup moins devant les vidéos typiquement du précepteur que devant des conférences avec des philosophes qui utilisaient que du jargon. Et parfois même, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les vidéos du précepteur, c'est sous format podcast, ça dure 1 heure et demie, parfois plus, alors que les conférences en question faisaient parfois 10-20 minutes. Et pourtant, je décrochais beaucoup plus facilement devant ces conférences qui étaient courtes. Donc ouais, complètement, complètement d'accord avec toi. Euh, et du C'est coup, bah, super pour les, intéressant ton exemple. ouais, en vrai, moi je trouve qu'il est assez éloquent. Et même si, encore une fois, on est dans une thématique qui est assez loin de ce qui peut intéresser les gens à qui on parle aujourd'hui, quoique, bon, je pense que la philosophie, ça intéresse pas mal de monde, c'est un bon exemple et je pense que c'est important de le garder en tête. Euh, et un peu dans la même veine, finalement, parce que dans l'optique de faire une transition de qualité, on peut quand même en parler, c'est l'idée de donner trop d'infos d'un coup ou ne pas mettre en place assez de suspense. En fait, quand on connaît bien son sujet et qu'on a, qui plus est, la tête dans le guidon, parce que quand on prépare ses vidéos soi-même, etc., on a tendance à rester un peu trop dans notre bulle plutôt qu'à prendre de la hauteur par rapport à ça. On a tendance parfois à vouloir donner trop d'infos. J'ai un exemple concret avec ça pour l'année, on pourra développer derrière. Si je connais un mec qui fait des vidéos sur le tennis, qui a une chaîne autour de ça, et qui est passionné par ça. Il est passionné on en avait parlé d'ailleurs, toi et moi, il y a plusieurs mois, c'était un gars avec qui j'étais eu une relation, je crois. Il est passionné par ça, et en fait, la plupart de ses vidéos, il nous fait relire, si tu veux, j'écris une communauté WhatsApp dans laquelle les gens peuvent faire relire leurs scripts, etc. Et lui, il nous fait souvent relire ses scripts. Et je remarque que quand il écrit ses introductions, ses accroches, il ne peut pas s'empêcher, je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas s'empêcher de mettre le plus d'infos possible. On dirait que selon lui, et ça c'est une grosse erreur, j'ai l'impression, selon lui, la qualité de ses accroches et de ses vidéos dépend de la quantité d'informations qu'il donne dedans. Alors que pas du tout. Au contraire, même j'ai envie de dire que plus on donne d'infos dans ses accroches, moins la qualité est présente parce que c'est super confus pour les spectateurs en fait. Parce que si tu veux une bonne accroche, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est une accroche, une introduction qui va nous donner envie d'aller plus loin, qui va nous faire comprendre les enjeux de la vidéo. Et pour ça, bah, faut pas donner le plus d'informations possible, il faut donner les bonnes infos au bon moment et bien les amener. Et le truc, c'est que lui, en donnant le plus d'infos possible, il n'arrivait pas à le faire en fait. Euh, Tu vois, plutôt que simplement nous dire, on est en juillet 2020 au tournoi Roland Garros, blablabla, et il va se passer ça. Lui il nous disait la même chose, mais en rajoutant la météo qu'il faisait, le nombre de personnes qu'il y avait, le score du match auquel on était, alors que ça n'avait pas d'importance à ce moment-là. Et, et c'est dommage finalement, c'est dommage parce que il embrouille plus les spectateurs qu'autre chose, alors qu'il croit bien faire. Et donc d'une part, il donne trop d'infos, ce qui va embrouiller les spectateurs quand ils regardent la vidéo, et en plus de ça, en donnant autant d'infos, il peut pas se concentrer assez sur le fait de faire monter l'attention et le suspense pour la suite, ce qui fait qu'en plus, ça donne une autre raison aux viewers de pas forcément s'intéresser à la vidéo. Euh, donc ça, pour moi, c'est un truc que je vois beaucoup, peu importe les thématiques, peu importe le domaine ou les sujets dont on parle.
Et je pense que c'est une des plus grosses erreurs parce qu'on croit bien faire, alors qu'en fait, on est juste en train de saouler les gens. Et qui voudrait regarder une vidéo dans laquelle, dans les 10 premières secondes, on a déjà une quantité d'infos qu'on n'arrive même pas à ingérer tellement il y en a, quoi. C'est impossible. Non, non, c'est clair. Et puis en plus, il manquerait plus que les infos soient super techniques. Là, ça En achève tout le plus, monde. en plus, tu vois, c'est du jargon, c'est fini, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais super important. Surtout que, enfin, vraiment, ça laisse aucun suspense, tu vois, pour tout le reste de la vidéo. Donc, non, grosse erreur encore ici. Et pour Bah, ça, tu vois, les gens qui vont ouais. regarder vont se dire, putain, c'est compliqué de rédiger les scripts. Il y a plein de trucs qu'il faut garder en tête, mais tu vois, en vrai, on dit tout ça, mais nous-mêmes, on est très très loin d'être infaillibles. Moi, je pense qu'il y a encore, même les erreurs dont on parle, il y en a encore que je fais aujourd'hui. Bien sûr. Et il y a plein d'erreurs dont on va pas parler aujourd'hui que je fais encore. Et j'ai toujours besoin d'être relu par ailleurs pour quand même avoir des scripts qui sont plus ou moins optimisés. Parce que je sais que moi-même, je suis victime du fait d'être en permanence la tête dans le guidon, etc., ce qui m'aide pas. Mais, mais par rapport là, au fait de donner beaucoup d'infos, on en revient du coup à cette idée de travail en amont sur la structure. Parce que la structure, du coup, et ce travail de recherche que vous allez faire pour structurer votre vidéo avant de passer à la rédaction du script, va vous permettre de trouver le plus d'infos possible, tout en étant capable de trouver les bonnes infos à mettre en avant dans l'accroche. Parce que c'est là aussi que c'est compliqué, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas. Personne vous dira, il n'y a que vous qui pourrez le décider avec votre esprit critique et votre expérience en la matière. Il n'y a que vous qui pourrez savoir quelles sont les bonnes infos et quelle est la bonne quantité d'infos à mettre dans l'accroche de votre vidéo, ou même tout au long du script d'ailleurs. Mais puisqu'on parle des accroches, restons là-dessus. Et la seule façon de trouver, en tout cas de se rapprocher le plus possible de la définition des meilleures infos à mettre en avant dans son accroche, c'est le travail qu'on va faire sur les recherches. En faisant un travail sur les recherches, en fait, on va être capable de comprendre les tenants et les aboutissants du sujet dont on veut parler, quelle est la promesse dont on veut parler, ce qu'on veut mettre en avant, les enjeux, etc. qu'on veut mettre en avant. Et justement, en faisant ce travail sur les recherches, on va être capable, au fur et à mesure, grâce aussi à notre connaissance du domaine qu'on a, de déterminer quelles sont les infos les plus importantes, les plus croustillantes. Moi, j'aime bien dire, quand je fais des recherches sur un sujet, quelles sont les infos les plus croustillantes sur ce sujet-là. Tu vois, typiquement, si je fais je sais pas, si je suis en train de, je me prête à faire une vidéo sur l'analyse de la chaîne YouTube de Yomi Denzel, bah, quels sont les trucs les plus inattendus, les plus intéressants, les plus croustillants que le public ne connaît pas, que je vais pouvoir mettre en avant dans mon accroche pour pouvoir attirer l'attention sur ce que je vais dire et faire monter l'attention par rapport à ce que je vais développer ensuite. Si je veux parler par exemple du fait que le patrimoine immobilier de Trump est en train de s'effondrer, quelles infos je peux trouver pour bien faire monter en fait les enjeux pour la suite de la vidéo et commencer un petit côté surprenant chez les spectateurs. Bah, ça peut être par exemple, je sais pas, il y a encore 5 ans, il avait une fortune de X, maintenant sa fortune vaut beaucoup moins. Euh, En plus, il a été président des États-Unis. Tu vois, je sais pas, tu peux trouver vraiment des infos et ensuite faire le tri dedans pour trouver lesquelles mettre en avant. Et ça passe vraiment par cette partie structure. Donc, les solutions à ce problème, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, ne pas rentrer dans une sorte de branlette intellectuelle autour des recherches à tout prix parce que ça va juste être overkill au bout d'un moment. On aura trop d'infos et ça va nous empêcher d'avancer. Et surtout, on peut y passer des semaines ou des mois si on veut, si on se met pas de limites. Mais il faut quand même pousser un minimum la recherche pour essayer d'avoir les infos les plus croustillantes sur le sujet possible. S'aider de l'IA en conséquence, parce qu'aujourd'hui on a des outils géniaux pour le faire. ChatGPT pour faire des résumés, Perplexity pour les recherches, etc. Et à partir de ça, dès qu'on a des infos qui nous paraissent quand même assez mindfuck, quitte parfois demander conseil ou demander des retours à des viewers potentiels, des collègues, des YouTube stratégistes, etc. Raison de plus pour vous faire accompagner. Là, à partir de ce moment-là, on peut commencer quand même à voir un petit peu les informations qu'on va pouvoir mettre dans l'accroche et toujours s'assurer euh, d'aller le plus droit au but possible, tout en donnant les bonnes infos pour que les gens comprennent vraiment quel est l'enjeu de la vidéo et qu'est-ce qu'on va soulever derrière. Et pour finir là-dessus, j'aimerais dire que pour moi, la qualité, enfin la perfection ne s'atteint pas en ajoutant à tout prix des informations, elle s'atteint en retirant le plus d'informations possible, de sorte à garder le cœur, la simplicité, l'essence même des idées et des informations qu'on veut mettre en avant. Exactement. Très bien résumé. Très Donc, bien, très bonne clôture de l'erreur. On a fait 6 erreurs, je crois, si je dis pas de bêtises. exactement. Donc il en reste 4. Accrochez-vous. Le plus dur est fait, mais il y en a encore 4 qui sont quand même importantes. Donc let's go. Et bah, du coup, on en a un petit peu parlé quand on avait fait cette espèce d'open loop du coup tout à l'heure. Mais erreur numéro 7, qui va être assez courte, je pense, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est de ne pas retravailler son script. En gros, quand vous rédigez votre script, vous ne pouvez pas passer, je sais pas, imaginons que vous mettiez 3 heures à rédiger votre script, vous ne pouvez pas être la tête dans le guidon 3 heures et tout de suite aller filmer, tout de suite
ça y est, mon script il est fini, il est prêt, je vais filmer et je vais boucler ça dans la journée. Vous pouvez, mais du coup, il y a de fortes chances que le script soit pas hyper bon. Donc, en tout cas, pas, il pourrait être meilleur, quoi. Donc c'est super important de vraiment, une fois qu'on a rédigé ces structures, qu'on a rédigé le script, etc., poser son cerveau, le mettre un petit peu dans un coin et revenir peut-être 24 heures plus tard, une journée après, et le relire du coup à voix haute, ce qui a été dit et qui est super important, et vraiment voir si ce qu'on a dit ça fait sens, s'il n'y a pas des répétitions parfois, s'il n'y a pas des mots qui ont été, enfin qui sont trop compliqués, qui ont été utilisés, etc. Parce que encore une fois, le script c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fait que les gens vont vouloir rester sur votre vidéo, et ce travail-là, il est super important. Donc oui, ça prend un peu de temps, oui, c'est un peu chiant, mais si vous le faites, bon déjà si vous postez sur YouTube, vous êtes déjà dans le top game. Mais si vous le faites, vous allez être encore bien plus haut. Et c'est vraiment vous que les gens, du coup, viendront voir parce que vous aurez du contenu quali et vous aurez du contenu vraiment que les gens aiment consommer. Donc ça, c'est super important. Faites vraiment ce travail-là et ça va vraiment faire la différence sur tous vos scripts. Vraiment. Et moi, je faisais l'erreur au début. Hein. Dans mes tout débuts, quand je commençais et tout à poster, c'est super important de le faire. Donc, pour récapituler rapidement ce qu'on a dit sur cette erreur-là et pourquoi c'est important. Du coup, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de répétition, pour se rendre compte qu'on ne va pas dans tous les sens, pour se rendre compte du coup que on n'a pas utilisé des mots trop compliqués, du jargon, etc. Et aussi pour voir si le fait qu'on était dans la tête dans le guidon, si ça nous a pas induit à faire peut-être des tournures de phrases qui sont pas bonnes à l'oral, etc. Donc super important, supprime tout ce qu'il y a à supprimer, même s'il y a une grosse partie à supprimer, fais-le, parce que si tu t'en rends compte 24 heures après, c'est que vraiment ça valait le coup d'être supprimé, et n'hésite pas à faire ce travail-là. Quoi. Complètement. Et moi, je clôturerai là-dessus avec des exemples, mais enfin, ou un exemple général. Mais en fait, il y a plein de scripts que j'ai écrits, que ce soit pour moi ou pour mes clients, où sur le moment, tu vois, j'étais en train de l'écrire, je me disais, ça c'est excellent, c'est Moi incroyable, aussi. cette tournure de phrase est géniale. Je pense que ça nous est Ça tous c'est arrivé. banger. Tu dis c'est banger, et tu laisses reposer ça, tu fais bien, et le lendemain tu repasses dessus, tu te dis mais on comprend rien, ou alors c'est pas clair, ou en fait ça me paraissait incroyable, mais en fait c'est pourri, tu vois. C'est vraiment comme c'est cette capacité à prendre de la hauteur en fait. C'est comme quand on fait nos journées et tout, on fait des trucs. Parfois on fait une erreur dans la journée, mais sur le moment on se dit bon bah ça va. Puis avec du recul en fait on se dit mais c'était horrible ce que j'ai fait ou quoi que ce soit. Et ça on peut s'en rendre compte pour ces scripts que justement en laissant un petit peu maturer ce qu'on a fait. Comme ça le cerveau lui-même peut revenir dessus à tête reposée en ayant pris de la hauteur et du coup en pouvant repérer des erreurs ou des trucs qui vont pas beaucoup plus facilement. Et puis en même temps, entre temps, ce qui est bien aussi, c'est que le revers de la médaille positif avec ça, c'est qu'on aura eu des idées auxquelles on n'avait pas pensé qu'on était en train d'écrire, euh, et des idées qui peuvent parfois être intéressantes. Et peut-être que grâce à ça, là, tu vas vraiment trouver la phrase banger qui va marquer les spectateurs ou ce genre de choses. Moi, je me rappelle que j'avais une vidéo avec un client qui a bien fonctionné récemment sur Michael Jordan. Donc, on faisait un peu la biographie de Michael Jordan, entre guillemets, le basketteur. Et, euh, et pour l'accroche, c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai dû passer, sans rire, je pense, 3 mois sur la rédaction. Parce qu'en fait, c'est un sujet déjà très complexe et très riche en infos au début. Donc j'avais fait plein de recherches sur Internet. Mais avec le client, on n'avait pas trouvé un angle et une structure parfaite. Il manquait un truc. Et donc il m'a dit, moi j'ai lu la biographie de Michael Jordan, qui fait 700 pages. Je t'invite à la lire, tu vois, où tu fais un résumé avec l'IA et tu vas la trouver. Et, euh, et je me suis dit, vas-y, je vais jouer le jeu, je vais lire la biographie en entier, tu vois, vraiment en entier. Donc, c'est pour ça que la rédaction et les recherches ont duré très longtemps pour ce script. Et, et sur l'accroche de la vidéo, en fait, encore une fois, l'accroche, l'introduction, beaucoup se jouait là-dessus. Il fallait vraiment être impactant dès le début, d'autant que des vidéos sur Michael Jordan, il y en avait déjà beaucoup de redites, beaucoup de risques de redites, etc. Et, euh, et en ayant justement pris le temps de toujours venir à tête reposée sur mon accroche, j'essayais des trucs, j'écrivais, puis ensuite je revenais dessus 1 ou 2 jours plus tard en ayant continué à avancer dans le bouquin, etc. Bah, c'est comme ça qu'on a pu trouver une phrase d'accroche qui pour moi est légende, enfin, elle est légendaire, mais en même temps, c'est une phrase d'accroche qui n'est pas de moi parce que c'est une citation, mais qu'on a choisi de mettre en première phrase du script. C'est je ne savais pas que Michael était un tel connard. Et ensuite, on enchaîne, tu vois, c'est absolument génial parce que c'est un truc qu'on a pu trouver uniquement grâce au fait qu'on a pu revenir dessus à tête reposée. Et je pense que cette phrase a beaucoup fait réagir et a permis ensuite une meilleure rétention dans la vidéo. Donc faut vraiment pas sous-estimer ça. Faut pas non plus, encore une fois, tomber, c'est toujours une question d'équilibre, mais faut pas tomber dans le piège de passer des semaines ou des mois sur la rédaction d'un script parce qu'on attend d'avoir la bonne idée. Ça ne va jamais arriver. Mais en revanche, si on se laisse quand même quelques heures, quelques jours
pour revenir comme ça une ou deux fois sur son script après l'avoir écrit ou quand on est en train de l'écrire. Ça permet quand même d'être toujours plus efficace et, comme tu le disais au début, d'atteindre la version la plus optimisée possible. Ouais, tout à fait. Surtout que en vrai, toi, enfin, ça a pris beaucoup de temps parce que c'était pour du divertissement. Mais les personnes du coup qui nous écoutent, qui seront du coup, je pense, principalement des entrepreneurs, vous, en vrai, votre script va prendre beaucoup moins de temps à rédiger, hein, et prenez pas peur quand, quand vous entendez Blaise qui dit qu'il a mis 3 mois à faire son script. Ça devait être un script super, mais du coup, ouais, vous allez mettre beaucoup moins de temps et en 2-3 jours largement, votre script peut être rédigé. Juste, du coup, faire attention aux erreurs qu'on a mentionnées jusqu'ici, mais faut pas non plus trop se prendre la tête à vouloir faire un truc parfait, etc. Parce que après, ça, c'est aussi le meilleur moyen de repousser et de finalement jamais publier. Donc super important, prenez ça en compte. Il vaut mieux faire que parfaire. Et de toute façon, ça va être avec le temps que votre contenu sera de mieux en mieux. Donc là, ce qu'on dit, c'est super important à prendre en compte. Mais prenez conscience également que votre script ne sera jamais parfait dès le début. Et faut pas que ce soit une excuse du coup pour repousser encore la publication de vos vidéos parce que ça peut vraiment, et je le dis honnêtement, ça peut vraiment être game changer pour votre business. On se rend pas compte aujourd'hui, mais il y a très peu d'entrepreneurs qui postent sur YouTube. Même si les gens aujourd'hui pensent que YouTube c'est saturé, etc. Honnêtement, vous regardez, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit parce que du coup, bah, ces personnes-là ont pris le monopole parce qu'elles sont toutes seules. Donc vraiment, postez sur YouTube, faites cet effort-là et vos scripts, de toute façon, s'amélioreront avec le temps. Exactement, il n'y a que la pratique de vrai, hein, de toute façon. Euh, ok, du coup, bah, Et l'erreur. Vas-y, t'allais dire quoi? ouais, j'allais dire erreur suivante, du coup, C'est le fait erreur d'oublier. numéro... Erreur Ouais, numéro 8, le fait d'oublier de raconter des histoires. Je ne sais pas si c'est capital de le faire dans chaque script. Il y a des. Tu vois, encore une fois, j'aime bien dire ça parce que c'est vrai quand même à mon sens, mais tout dépend notamment des formats que tu veux faire, de la façon dont tu veux les traiter, etc. Mais ce qui est factuellement vrai, et ça a beaucoup été étudié, les histoires d'une nous permettent de nous attacher plus facilement à quelqu'un, à une situation, à un événement, à quoi que ce soit. Et enfin, dans la même optique, elles nous permettent aussi de faire en sorte que les gens retiennent beaucoup mieux les infos. J'avais lu une stat folle sur le sujet que j'ai retenue tellement elle était dingue. C'est si tu donnes des informations brutes telles quelles, donc sans histoire, sans rien, un peu en mode exposé scolaire, les gens retiennent en moyenne 10% de ces infos-là. Si tu les donnes sous forme d'histoire, les gens retiennent 70% des infos. La différence est abyssale, c'est fou l'écart qu'il y a. Et donc c'est une raison, à mon sens, déjà une raison en elle-même pour commencer à utiliser des histoires dans ces scripts. Et aussi, donc déjà pour cette partie-là, parce que les gens retiendront plus facilement ce que vous allez leur dire. Ils vont aussi s'attacher beaucoup plus facilement à qui vous êtes, parce que forcément, on est des humains, on aime les histoires, on a besoin d'histoires pour pouvoir se projeter. À mon sens, c'est peut-être une parole un peu cynique, mais à mon sens, c'est aussi pour ça que les religions fonctionnent autant et fédèrent autant dans le monde, et qu'elle divise aussi autant parce que c'est des choses qui nous prennent dans les tripes justement parce qu'il y a une histoire autour de ça. C'est pour ça aussi que les meilleures histoires dans les bouquins qui ont été travaillés nous marquent. Pareil pour les films, pareil pour les vidéos, tout ce que tu veux. C'est pour ça aussi, je pense que des mecs comme Steve Jobs, Elon Musk ou d'autres ont autant de succès bien dans le sûr. monde, dans le commun des mortels ou même dans le monde des entrepreneurs, justement parce qu'ils ont une histoire folle qu'ils ont su bien arriver. Enfin bon, je Mais pense que même au niveau de l'entrepreneuriat français, des gens comme Othénie Bourbon, tout est axé bien sur sûr, son histoire, de bien sûr. SDF à multimillionnaire, etc. Vraiment, ça fait toute la diff. Et un autre exemple, tu vois, bon, beaucoup plus clivant et beaucoup plus controversé, mais un Oussama Hamar, par exemple, le succès aussi de Oussama Hamar, je pense, est beaucoup dû aux histoires qu'il raconte, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais il sait bien raconter des histoires, et il raconte des histoires sur tout, ce qui fait que, tu sais aussi pour ça, je pense que l'histoire des Yakuza a parlé à autant de monde. S'il avait juste dit, voilà, j'ai croisé un Yakuza, il s'est passé ça, blablabla, ça aurait peut-être pas autant parlé aux gens, alors que là, il avait vraiment emballé ça dans une histoire un peu loufoque avec des retournements de situation, etc. Ce qui fait que ça a parlé à beaucoup de monde. Oussama Hamar utilise plein d'histoires et il est une histoire lui-même à part entière, ce qui fait qu'il a, je pense, autant de succès dans le monde business. Euh, mais voilà, donc, je pense que de toute façon, la plupart de ceux qui nous écoutent maintenant connaissent quand même l'importance du storytelling. Mais voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence dans les scripts de vidéo parce que, encore une fois, ça va vous permettre, donc tout ce que je viens de vous dire, le fait que les gens retiendront plus facilement les infos, ils vont s'attacher plus facilement à vous. Et surtout, ça vous permettra d'avoir potentiellement une meilleure rétention. Parce que les histoires vont vous permettre, encore une fois, de faire de belles transitions entre les parties. Ça va vous permettre de bien amener les infos de la bonne façon, de rendre le tout ludique, facile à regarder et beaucoup plus agréable à consommer. Euh, donc voilà, je ne sais pas si toi, tu as beaucoup de choses à dire là-dessus.
Mais moi, je voulais juste dire, utilisez des histoires tant que vous pouvez. Que ce soit d'ailleurs, on peut le voir sous plein de niveaux différents, mais ça peut être une histoire globale pour l'intégralité de votre vidéo. Euh, donc un début, un milieu, un dénouement qui suit un petit peu ce que vous dites tout au long de la vidéo. Et ça peut être aussi des histoires dans l'histoire, ou même des petites anecdotes comme ça pour illustrer ce que vous voulez dire. Comme ça, ce sera beaucoup plus parlant dans l'esprit des prospects, ils le retiendront plus facilement. Et puis surtout, ça créera un lien avec eux que d'autres entrepreneurs, certains de vos concurrents qui n'ont pas utilisé d'histoire, ne pourront pas avoir de fait. Tout à fait. Et en plus de ça, je trouve que le storytelling, c'est super fort pour apporter la preuve sociale sans que ce soit fait en mode bourrin. Oui, ouais, Parce que du coup, ouais, ceux qui essayent d'apporter de la preuve sociale, souvent c'est mal fait. Alors que si vous utilisez des structures de storytelling qui sont très simples, franchement, moi le storytelling, enfin pour mes clients, quand c'est des gens vraiment qui veulent faire du contenu purement éducatif, etc., que c'est pas une grande histoire, une grande vidéo, etc., le storytelling il peut durer parfois 3-4 lignes grand max, mais ça permet d'apporter de la preuve sociale. Et moi, il y a une structure que j'aime bien utiliser pour mes clients qui marche assez bien. Alors, on entend souvent la structure du héros, etc., le parcours du héros, etc. C'est une structure qui est en 12 étapes et franchement, moi, je trouve que c'est très contraignant à faire si c'est pas, du coup, dans le but de faire une vidéo entièrement storytelling. Donc, nous, enfin, pour mes clients, ce que j'utilise, c'est une structure en 5 étapes. C'est quelqu'un voulait, mais donc alors. Je répète, du coup, quelqu'un voulait, mais donc alors. Et du coup, bah, par exemple, ça pourrait donner j'étais freelance, je voulais percer sur LinkedIn. Donc ça, c'était quelqu'un. Mais j'avais aucune visibilité. Ça, c'est ce qu'il voulait, mais il y a le mais aussi. Donc, il a posté tous les jours pendant 30 jours. Alors, il a signé son premier contrat de 8 000 € en tant de jours, etc. Donc là, je crois que j'ai commencé par je et j'ai fini par il. Mais enfin, vous avez compris le truc, quoi. C'est vraiment une structure qui permet en fait de montrer que ce que tu dis, ça marche et de le faire en 3-4 lignes, et pourtant c'est bien storytellé, etc. Alors on peut pousser le truc beaucoup plus loin, donner plus de détails dans chaque étape, et ça je peux le recommander aussi. Là j'ai vraiment fait un exemple qui est très rapide, mais c'était juste pour illustrer. Mais ça c'est une structure qui marche très bien, et justement du coup quand on fait du contenu éducatif. ouais, complètement. Et tu vois, pour aller encore plus à l'essence de la chose, il y a une vidéo que j'avais regardée, je pense qu'on pourra mettre en description, qui est dispo sur YouTube. Une petite vidéo de 2 minutes où on voit les scénaristes de South Park expliquer un petit peu comment est-ce que... Parce que South Park est une série qui a très très bien fonctionné, qui fonctionne encore bien aujourd'hui, et qui est absolument addictive. Moi, j'ai regardé beaucoup d'épisodes. Je sais que quand je regarde un, je décroche pas une seule seconde, et j'ai Ah envie d'en moi j'aime regarder pas d'autres. du tout. Toi, t'aimes pas du tout? Ah non. Comment ça se fait? Après, Je sais pas. c'est un peu tiré par les cheveux aussi. Hein, Ouais, ouais, mais vas-y continue. Et dans cette vidéo, en fait, pendant 2 minutes, ils expliquent un peu le cœur de la technique narrative de South Park. Et ça tient en 2 mots, but et therefore. Et l'idée, c'est que tu utilises tout le temps des mots, soit mais, soit donc, pour avoir des connecteurs logiques entre tout ce qui se passe dans Ça. l'histoire. Et donc, c'est typiquement ce que tu mets à travers ton exemple. Euh, L'idée, c'est que une histoire, c'est un ensemble d'éléments. C'est des personnes, des événements qui ont lieu, des situations, des retournements de situation, etc. C'est un ensemble d'éléments. Tout l'enjeu maintenant pour avoir une bonne histoire est que ces éléments soient pertinents, qu'ils soient intéressants, mais surtout qu'ils soient bien amenés et bien connectés entre eux. Et donc permettre de le faire à merveille. Parce que si on n'utilise que des il s'est passé ça, en fait, c'est juste chiant parce que, encore une fois, on rentre trop dans le côté exposé, le côté Mhm. scolaire, qui fait que c'est pas, on voit pas de lien direct entre les éléments, et donc il n'y a pas assez de, il n'y a pas assez de conflits dans nos têtes, on n'arrive pas vraiment à discerner une trame intéressante parce que tout paraît déconnecté. L'enjeu est vraiment de faire en sorte que tout soit interdépendant. Et donc, il se passe ça, mais il se passe ça, donc il se passe ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça te fait une histoire qui peut être absolument passionnante. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête. Et pour le coup, on peut appliquer, mais de 10 000 façons différentes. On peut l'appliquer en utilisant une histoire globale, on peut l'appliquer même en parlant de certaines infos. Par exemple, je sais pas, un exemple con, bateau, mais en même temps intéressant, c'est, je sais pas si on est en train de faire un tuto sur comment utiliser tel logiciel de montage, par exemple, on peut dire, donc voilà, vous faites ça, mais si vous faites ça, il y a le risque que donc je vous conseille de, et en fait, là, t'es beaucoup plus dans une trame narrative qui est sympa à regarder parce que à chaque nouveau connecteur logique, donc que ce soit mais ou donc, tu vas devoir regarder la suite pour pouvoir comprendre, et en fait, tu décroches jamais. Donc, ouais, je pense que sur la partie storytelling, c'est vraiment important. Et on essaiera de vous mettre la vidéo en description. Ou sinon, vous mettez, je pense, vous mettez Storytelling South Park, vous trouverez, c'est une vidéo de 2 minutes, elle est pépite et faut vraiment la regarder. Yes, franchement, c'est super intéressant. Encore une fois, des fois, il y a des vidéos qui s'y prêteront pas forcément.
Mais moi, en tout cas, je l'utilise vraiment pour apporter la preuve sociale parce que du coup, ça permet vraiment d'apporter la preuve sociale de manière smooth, manière Mm. fluide, sans faire trop bourrin qui veut juste prouver et prouver et prouver. Et en tout cas, ça marche pas mal. Donc, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Top. Let's go, avant-dernière erreur. Donc, avant-dernière erreur aussi qu'on voit pas mal, c'est tout ce qui tourne autour des CTA, donc des appels à l'action. Soit il y a des gens qui en mettent pas du tout, et là du coup ça pose problème, soit il y a des gens qui en mettent trop, et là ça pose aussi problème. Donc les appels à l'action, pour rappel, c'est tout ce qui va faire en sorte que le viewer du coup passe à l'action. Que ce soit du coup d'acheter, de prendre un appel, je sais pas, de s'inscrire à une newsletter, etc. Et si en fait déjà il n'y a pas d'appel à l'action dans la vidéo, votre vidéo elle sert à quoi? À part vous apporter plus de crédibilité, la personne en fait elle aura juste passé 30 minutes à se nourrir de vos informations et elle aura tout gagné entre guillemets parce que rien lui est demandé de faire après et elle va juste aller du coup sur une autre vidéo. Mais vous, du coup, vous n'aurez pas converti, vous n'aurez pas, vous aurez pas de nouveaux leads, etc. Donc c'est super important de mettre des appels à l'action. Mm. Si vous en mettez trop, en revanche, ça peut vite faire bourrin, vite le mec vendeur de tapis qui va à tout prix vendre sa solution, etc. Donc il faut trouver un juste milieu. Moi, je recommande entre 1 et 2 appels à l'action par vidéo. Et, euh, et en fait, il faut faire aussi en sorte que les appels à l'action soient très fluides. Moi, je fonctionne dans du B2B et généralement, ce qui fonctionne, c'est un petit peu de l'anti-vente. Donc, vous n'allez pas faire des appels à l'action en fait où vous allez faire, je sais pas, un pitch pendant 30 secondes sur pourquoi il faut à tout prix prendre un appel, etc. Non, parce que du coup, là, encore une fois, ça fait trop vendeur de tapis. Mais vous allez faire peut-être quelque chose un petit peu plus anti-vente. Déjà, vous allez vous adresser directement à votre cible parce qu'il faut qu'elle se reconnaisse en fait quand vous parlez. Donc tu vas dire par exemple, oui, et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, que tu es, je sais pas, un entrepreneur qui fait entre 10 et 20 cas par mois, clique sur le lien en description, tu sais ce qu'il te reste à faire et nous on verra si on peut t'aider. Et tu vois, quand vous dites des phrases comme nous on verra si on peut t'aider ou alors on verra si tu fais partie des gens qui ont les critères qui font en sorte qu'on peut les aider, là du coup vous changez en fait directement ce rapport de force où c'est vous en fait qui choisissez si vous voulez bosser ou accompagner ce viewer-là. Et du coup, tout de suite, ce mode anti-vente fonctionne beaucoup mieux que si vous faites un peu les forceurs à vouloir tout de suite dire prenez un appel avec moi, on va vous aider, nanana, etc. Donc ça, super important, les appels à l'action, c'est quelque chose qui est encore très négligé aujourd'hui dans les vidéos. Enfin, pas très négligé parce que les gens ont conscience qu'il faut le faire, mais qui est très mal fait, très mal amené et qui tout de suite peut braquer un petit peu le viewer. Ouais, complètement. Et tu vois, moi, j'ai l'impression que les deux erreurs dans l'erreur par rapport aux appels à l'action, surtout dans le cas où les gens en font, où ils en font trop, il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est que j'ai l'impression que souvent, c'est pas assez reconnecté aux bénéfices. On a tendance à, et ça, c'est une erreur classique. En vrai, on l'a fait tous, on l'a tous fait et on la voit partout. Mais c'est le fait de soit trop parler des fonctionnalités de son produit ou de son service, ou trop parler de soi, plutôt que de parler directement de ce que le viewer a à en tirer. Et finalement, c'est ce qui l'intéresse, quoi. Il est pas là pour entendre parler d'une solution, il est là pour comprendre comment cette solution peut l'aider. Donc première erreur dans l'erreur. Et la deuxième, c'est le fait d'avoir des appels à l'action trop génériques. Moi ça, je le vois beaucoup chez je nomme, mais aussi parce que c'est quelque chose de perfectible et j'ai rien contre eux indépendamment de ça, mais je pense à des Loïc Bourget, des Antoine Blanco, etc. C'est des gars qui ont toujours en fait les mêmes appels à l'action. Euh, si tu regardes une vidéo de Loïc Bourget ou tu regardes une vidéo de Antoine Blanco, tu ne vois pas la différence dans les appels à l'action. Ils pourraient vendre la même chose, enfin, on dirait qu'en fait ils vendent la même chose, alors que non, ils n'ont pas exactement les mêmes produits. Pourtant, ils présentent ça toujours comme, tu vois, c'est des appels à l'action trop génériques qui sont orientés autour de, tu veux la liberté financière, tu veux voyager, blablabla. C'est vu et revu, Ouais, ça fait des mais années qu'on voit ça. tu vois, je T'en dis pense que quoi? ça marche. Je pense que ça marche pour eux parce que c'est une cible plutôt B2C ou en tout cas ouais, B2C qui veut se lancer quoi. Donc je pense que c'est des gens qui sont qui sont beaucoup moins aware à tous ces trucs-là. Oui, Et du coup, je pense qu'en vrai, ça marche et que du coup, ils prennent pas vraiment le temps, tu vois, de faire ces changements, etc. parce ils ont un pattern qui fonctionne et du coup, ils le répliquent à mort. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je suis je complètement suis d'accord avec d'accord, toi. mais deux choses par rapport à ça. Je pense que la première, c'est qu'ils pourraient optimiser ça. Ils pourraient faire bien mieux que ce qu'ils font aujourd'hui, en étant plus spécifiques, en étant plus orientés bénéfices et des choses qui changent un petit peu de ce qu'on entend partout, ou amenés différemment, plus créatifs aussi dans leur façon de procéder. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que ces mecs-là ont beaucoup de visibilité, euh, ils vont inspirer,
malgré eux, hein, mais tous les autres entrepreneurs qui ont des solutions totalement différentes à apporter, notamment des solutions B2B plutôt que B2C, à faire un petit peu la même chose. Et du coup, on se retrouve partout avec toujours un peu le même genre d'appel à l'action, un peu générique, un peu Ouais. vu et revu, pas vraiment orienté bénéfice, ou alors toujours les mêmes choses, etc. Et du coup, ça fait que bah, finalement, tu vois, les entrepreneurs de fait perdent en efficacité avec leurs appels à l'action parce que c'est des trucs qui ont été vus et revus partout. Donc ouais, grosse erreur à éviter. Et pour le coup, je pense que pour le coup, ce qui est intéressant pour éviter ça, c'est vraiment de se concentrer sur les bénéfices spécifiques à la solution qu'on a, le mécanisme aussi spécifique à la solution qu'on a, qui en général, en tout cas si on a bien fait le travail, doit être différent de ce que font les concurrents, ou le plus différent possible. Euh, et vraiment essayer de reconnecter ça au point de douleur de la cible, de façon intelligente, plus ou moins naturelle et fluide aussi pour que ce soit intéressant à regarder, et que ce soit le plus efficace possible. Tout à fait. Et je préfère le préciser, mais je pense que c'est logique pour tout le monde. Faites un appel à l'action qui a un rapport avec votre vidéo. Si vous faites une vidéo, Mm. encore une fois, sur le closing, faites pas un appel à l'action où vous allez expliquer comment, euh, je sais pas, comment faire je sais même pas quel exemple utiliser. Comment Mais, apprendre à faire du montage vidéo, par exemple. mais Comme voilà, ça. voilà, faut vraiment que ce soit en rapport avec votre vidéo, avec la Ouais. problématique que vous êtes en train de traiter actuellement dans la vidéo, parce que sinon, évidemment, que vos appels à l'action, ils vont pas marcher, parce qu'en fait, c'est pas du tout ce que le viewer recherche. Donc, je préfère préciser, mais je pense que c'est clair pour tout le monde en vrai, ce petit truc. Non, mais tu fais bien, parce que c'est pas forcément évident non plus, je pense. Et, on peut avoir tendance un petit peu à l'oublier. Moi, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup, en vrai, des entrepreneurs qui sont sur tel sujet de vidéo et puis ils te font un appel à l'action qui semble ne rien à voir avec ce qui est dit. Donc, tu as l'impression que c'est un truc qui est incrusté comme ça au milieu de la vidéo, un Ouais. peu à l'arrache. C'est pas vraiment agréable en tant que viewer. Euh, et puis, tu vois, un Bon, petit peu dans la même veine, bah, par rapport à la dernière idée, justement, la dernière last erreur one. à éviter, ouais, la dernière, c'est le fait de penser que les gens ont quelque chose à faire de nous. Et ce que je veux en parler, en fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur YouTube, je sais pas, même je pense à des célébrités, des influenceurs LinkedIn ou quoi que ce soit qui débarquent sur YouTube alors qu'ils n'ont aucune communauté sur YouTube, peuvent se dire, bah tiens, vu que je suis déjà connu ailleurs, vu que j'ai déjà une certaine notoriété, que je suis connu dans mathématiques, etc., c'est quasiment sûr que les gens vont s'intéresser à ce que je vais dire. Et en plus de ça, il y a un autre biais, j'ai oublié le nom de ce biais, mais j'avais regardé ça il y a quelques mois. C'est un biais qui fait que quand toi, tu es super intéressé par ce que tu dis, ce que tu racontes, quand tu es passionné par ton sujet, tu as tendance à projeter cette passion sur tout le monde et à te dire que tout le monde va être autant passionné par ce que tu racontes. C'est là aussi d'ailleurs qu'on rentre facilement dans le piège du jargon, de tous ces trucs-là, ou de donner trop d'infos. On retrouve encore ça. En général, toutes les erreurs sont liées, hein. Mais il faut vraiment faire gaffe avec ça parce que quand on est convaincu que les gens ont quelque chose à faire de nous et qu'ils nous connaissent déjà, qu'ils ont confiance en nous, etc., ben, en fait, du coup, on rentre un petit peu, c'est là qu'on peut facilement rentrer dans les erreurs dont on a déjà parlé plus tôt, qui sont de pas forcément travailler ses appels à l'action, qui sont de donner trop d'infos alors que ça fait pas sens, qui sont de dire bonjour, bienvenue, moi c'est Jean-Jacques, voilà, blablabla, tu vois, et en fait, on manque cruellement d'efficacité quand on procède comme ça, et derrière, on finit par avoir de mauvais résultats ou pas de résultats du tout. Et ils sont étonnés, alors que fondamentalement, ça découle de source, ça coule de source. C'est juste que les gens ne connaissent pas et qu'ils ont besoin de nous connaître. Donc évidemment, pour des gens, des entrepreneurs qui sont déjà très implantés, je pense même à Guillaume Moubèche, tu vois, par exemple, tout le monde en parle, donc je vais faire le même. Mais ces derniers mois, là, il a lancé une chaîne. Donc Guillaume Moubèche, pour éviter de faire du jargon ou de parler de trucs que les gens ne connaissent pas, c'est un entrepreneur qui a monté une startup à succès, etc. Et qui a une grosse expérience en business aujourd'hui, qui est bien connu dans le monde francophone, et qui est peut-être l'un des fondateurs de startup qui a le plus d'infos intéressantes à donner en la matière. Et il avait déjà une grosse communauté sur LinkedIn et sur d'autres réseaux, il était assez connu. Et il avait déjà monté une chaîne YouTube, mais récemment, il en a relancé une pour faire des vidéos, pour le coup, très sans aucun montage, quasiment rien n'est travaillé, juste il a un sujet, il a une idée de sujet qui peut parler à sa cible, et il débite dessus pendant 10, 20, 30 minutes face caméra, sans coupure, sans rien. Et lui, pour le coup, il peut se permettre de faire ça et ça fonctionne derrière. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui. C'est un mec, il a déjà une vraie crédibilité. Les gens le connaissent pour ça, les gens le reconnaissent pour ça aussi. Là où si un entrepreneur qui n'a aucune notoriété ou quasiment, qui n'a pas encore fait ses preuves ou pas assez fait ses preuves, débarque et essaye de faire la même chose, ça va pas du tout fonctionner. Et derrière, il va se dire, ah oui, mais regarde, moi ça a fonctionné pour Guillaume, donc pourquoi ça fonctionne pas pour moi? C'est juste parce qu'ils sont à deux niveaux totalement différents, dans l'esprit des prospects, sur le marché, etc. Donc, je Mais c'est pense que c'est super vraiment intéressant. important. Bah, tu vois, juste pour finir là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important quand, quand on n'a pas encore une grosse notoriété, qu'on n'est pas encore vraiment connu dans son marché ou même dans le milieu business en général, de garder en tête que
on a tout à prouver aux gens. Donc, faut pas non plus tomber dans le pendant inverse ou dans le revers de la médaille qui serait de vouloir à tout prix montrer des preuves en permanence, etc. Sinon, ça va juste être relou pour les gens. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Mais il faut garder en tête que les gens n'ont aucune raison de nous écouter. Donc, il faut leur donner de bonnes raisons de nous écouter. Et ça passe par des angles nouveaux, des informations ultra intéressantes et nouvelles qu'on va donner dans nos scripts, une façon originale de les amener. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de garder en tête. Mais totalement, totalement. Et d'ailleurs, on a un client pour lequel on bosse tous les deux, là en commun, qui voulait se lancer un petit peu dans le truc de Guillaume, un peu du contenu raw, etc. Mais c'est évident que ça marcherait pas pour lui, parce qu'il est C'est ça. présent déjà sur aucun réseau social. Donc vraiment, personne ne le connaît. Enfin, il a une très grosse notoriété en gros dans le domaine du physique, etc. Parce qu'il connaît tout le monde, tous les gros entrepreneurs français, il les connaît, que ce soit du coup Marketing Mania, etc. Enfin, il a un très très gros réseau, mais les gens en fait à qui il s'adresse, à qui il lance cette nouvelle offre, personne ne le connaît. Mm. Et tu peux pas te lancer sur YouTube en voulant imiter du coup du Guillaume Houbèche alors que personne sait qui tu es. Et du coup, personne cliquera en fait sur tes vidéos. Donc ça, c'est super important. Et en plus, Guillaume, il fait quelque chose vraiment de façon très très bien, c'est que tout le monde a l'impression qu'il scripte pas ses vidéos. Et moi, pour le coup, j'adore son contenu, je le regarde tout le temps, et ça se voit que ses vidéos sont scriptées. Alors, pas mot pour le coup, donc je pense que lui, il fonctionne plus sous forme de bullet point, comme on expliquait au début de la vidéo. Mais si vous analysez, là, que vous finissez ce podcast, je sais pas s'il y aura encore beaucoup de gens jusqu'ici, mais si vous avez tenu jusqu'ici, bravo. Si vous allez voir, du coup, les vidéos de Guillaume, avec tout ce qu'on vient de vous dire, vous allez vous rendre compte que Guillaume, il utilise super bien tout ce qui est les open loops, les intros, etc. Donc ça, c'est super important. C'est juste qu'il est super bon dans ce qu'il fait. On a l'impression qu'il allume juste sa caméra et qu'il tourne comme ça une vidéo en 20 minutes. Mais c'est loin d'être le cas et tout ce qu'il fait est très bien réfléchi. Donc voilà. Ouais, complètement. Moi, tu vois, je me suis pas mal posé la question de savoir si scripté ou pas. Alors, pas du mot pour mot, évidemment, ça se voit que c'est pas Mm. le cas, mais éventuellement un peu de bullet points, donc Ouais. des petits points partie par partie. Je pense que oui, mais en même temps, j'ai un doute parce que je sais que il a fait beaucoup de conférences. C'est un mec qui connaît extrêmement bien son sujet. C'est un mec aussi qui, de par son expérience de vie, les gens qu'il a côtoyés, qu'il côtoie encore aujourd'hui, je pense aussi qu'il connaît quand même un minimum en plus il a beaucoup écrit de post LinkedIn, etc., et de vidéos YouTube, donc je pense qu'il connaît quand même un minimum tout ce qui est open loop, etc. Moi, je pense qu'il y a un monde à challenger, et de toute façon, seul lui pourra nous donner la réponse. S'il n'est pas sur cet épisode, on serait curieux de savoir. Mais moi, je pense qu'il y a un monde où il ne scripte même pas en bullet points. Je pense quand même Bah, qu'il y a de fortes chances, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. moi, je pense pas qu'il scripte en mode tout ce qu'il va dire dans chaque partie bullet Non, point. évidemment, Mais évidemment. il écrit bien du coup toutes les noms enfin, sa structure, quoi, toutes les noms de ses parties. Ça, c'est clair et net que Mm. quand il allume la caméra, il sait exactement quelle partie il va dire et comment transitionner du coup entre ses parties, faire des open loops, etc. Ça, c'est clair et certain, c'est sûr et certain qu'il le fait. Il peut pas le faire autrement parce qu'il le fait très très bien. Mm. Et ça s'improvise pas, mine de rien, comme ça, en mode dès que tu allumes ta caméra, tu vas savoir que tu as 4 parties, qu'il y aura des transitions entre chaque partie, des open loops C'est et vrai. tout. C'est impossible de le faire sans au moins avoir du coup écrit le nom de ces parties et les transitions de ces parties. Et surtout pour les intros, en fait, il fait des intros enfin des accroches qui vont assez à contre-courant de ce qu'on voit dans le YouTube habituel, mais qui pour moi sont quand même très travaillées, justement dans le sens où tiens, comment je pourrais commencer ma vidéo de façon très différente de ce qu'on voit habituellement, tu vois. Mm. Tu le vois arriver là dans une de ses dernières vidéos, je crois qu'il était sous un, comment dire, sous C'est quand des il faisait croire arbustes. qu'il était en Amazonie, là. Oui, oui, Ouais, mais ouais, ouais. ça en vrai pour moi c'est travaillé. Je pense que je Ouais, pense oui, je qu'il pense. je pense qu'il trouve très vite ses idées en mode il regarde autour de lui et dit qu'est-ce que je pourrais faire pour attirer l'attention, tu vois. Mais il allume pas juste la caméra comme ça et en mode il débite pendant 20 minutes. Je pense pas. Ouais, je pense pas non plus, mais de là, vraiment, moi, c'est la question que je me pose, mais de là à avoir vraiment structuré sa vidéo en amont, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, masterclass, ça peut être intéressant quand même de regarder tout en gardant en tête que, bon, bah, c'est pas non plus un inconnu, donc si vous essayez ce genre de vidéo, forcément, ça va pas aussi bien fonctionner, sauf si vous avez le même niveau d'expertise, le même niveau d'autorité, etc. Et encore. Mais, euh, mais ouais, c'est souvent des cas d'études intéressants et ça nous ramène quand même à l'idée que plus c'est structuré, mieux c'est. Encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de faire du mot pour mot. Mais si sur la partie script, vous êtes capable quand même de maîtriser, de faire quand même un gros travail sur votre structure, vos recherches, ça dépend aussi du format que vous faites, mais c'est quand même conseillé.
de préparer un minimum vos bombes narratives, vos open loops, tous les éléments que vous allez mettre en avant, les éléments les plus croustillants, comment vous pouvez travailler vos accroches aussi, de sorte à faire comprendre aux gens que le sujet dont vous allez parler, il y a des pépites dedans à côté desquelles il ne faut vraiment pas passer. Comment vous allez amener votre ou vos appels à l'action aussi, de sorte qu'à chaque fois ils soient un minimum différents, qu'ils soient orientés bénéfices, qu'ils soient amenés naturellement et toujours liés avec la vidéo. Et déjà, ça vous donnera un bel avantage concurrentiel parce que beaucoup ne le font pas. Et, euh, et en réalité, une fois qu'on a pris le pli, ça met plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Mais une fois qu'on a pris le pli, ça va tout seul. Et vous verrez que vous gagnerez 10 fois plus de temps. Le temps que vous allez passer sur le script, vous le gagnerez au tournage, au montage, et même finalement en termes de clients, de vente derrière, ce qui vous fera gagner de l'argent, donc in fine peut-être du temps si vous déléguez certains trucs. Donc c'est voilà, un vrai cercle vertueux qui peut commencer par finalement des petites actions comme celle dont on a parlé aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Et encore garder en tête que de toute façon votre script, enfin votre premier script ne sera pas parfait. Évidemment. Donc vraiment, encore une fois, ne prenez pas cette excuse pour pas publier parce que je sais que ça bloque pas mal de gens qui nous regardent. Donc vraiment, ne pas hésiter à vraiment publier sa première vidéo. Et encore une fois, du coup, vous progressez de vidéo en vidéo, hein. Nous, nos premières vidéos étaient loin d'être parfaites. Celles de nos clients non plus. Il y a toujours cet effet d'itération, etc., qui revient où justement on va s'améliorer de vidéo en vidéo. Et pareil, du coup, vos scripts au début vont peut-être vous prendre pas mal de temps à rédiger, mais plus vous allez en faire, et déjà au bout de 3 4 scripts, vous commencerez déjà à comprendre le truc. Ça sera toujours pas parfait, mais vous aurez déjà bien avancé et vous serez déjà bien meilleur que vos concurrents. Donc Tout est voilà. dit. Tout est dit. Voilà, gros épisode encore aujourd'hui, hein. Je pensais pas que ça durerait autant de temps, mais très cool. Pas mal de valeur. Et puis, euh, et puis à très vite pour le prochain épisode, du coup. À très vite avec Skill, avec YouTube. Ciao, ciao.